un petit peu. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est la maintenance en ANC. Donc, les intervenants, en l'occurrence, l'intervenant principal sera Johan Portelli, donc de Sageo, une entreprise du côté de la Gironde, principalement. Avec Alexis Toussaint qui apportera un cadrage technique à l'intervention. Donc effectivement, donc, il y aura un support de présentation au sujet qui sera disponible donc à la demande. Vous pouvez, en termes d'organisation du déroulé, vous pouvez lever la main et poser des questions au cours de la présentation. Je pense que ça ne fera que nourrir en fait la dite présentation. L'horaire, on va maximum jusqu'à 16h. On peut terminer avant, mais on va maximum jusqu'à 16h, comme ça permet à tout le monde de pouvoir avoir un peu un créneau qui soit bien défini. On peut commencer on peut faire un tour de table, de manière à savoir qui est tout autour de la table, et dites aussi les régions ou les départements que vous couvrez. Et on commencera ensuite, je vous ferai un peu une intro, un préambule sur les différentes définitions de la maintenance. Donc, on peut commencer. Xavier, je t'en prie. Enchanté, bonjour. Alors, je connais Johan, on s'était vu à Limoges, à une réunion organisée par Sébastien de chez Artaud, je me souviens. Ah oui, vous me disiez quelque chose. Ok, ça, je retilte. Okay. D'ailleurs, cette réunion ne m'est pas restée en mémoire. Enfin, bref. Du coup, moi, j'ai un peu de casquette là. Je fais de l'étude de filière sur mon secteur entre Nantes, Rennes et Angers. Ouest, là. Et puis, entretien dépannage de filière d'ANC sur 20 départements, enfin sur 21, dont 2,5, les 2,5 Charente-Nord. Donc, ça fait 20 départements entiers, si on veut. Et cette année, on va faire à peu près 9000 interventions. Donc, on voit beaucoup de choses. On travaille pour des fabricants et on travaille aussi en direct pour des usagers, là où on n'est pas partenaire du fabricant. Donc, on voit un peu de tout, des filières traditionnelles, des filières à roseau, aquatiriste notamment. Donc, on a une bonne vue d'ensemble de ce qui se pratique en entretien dépannage. On connaît les faiblesses des systèmes et donc c'est une force, quoi. Donc on peut être de bons conseils chez NCSAV, donc à NCSAV, pour des sujets liés à l'entretien dépannage et à la durée de vie des filières. Eh bien parfait, comme ça tu pourras compléter si tu penses que Johan a oublié quelque chose. Très bien. Julien Miclot. Oui, bonjour. Du coup, moi, bureau d'études dans le nord-est de la France, du côté de Belfort. C'est pas très grand. Je interviens sur les départements, donc 90, 70, où maintenant je suis implanté depuis peu de temps. 25 et 88, j'ai laissé tomber suite à une mésentente avec le SDANC. Et du coup, je travaille plus dans le 88. Donc je viens pour savoir un peu plus sur l'entretien, parce que c'est un côté que je vois pas vraiment et voilà, qui m'intéresse. Ok. Grégory. Ouais, bonjour. Du coup, Grégory Houry, ACN Conseil Occitanie. Moi, je suis basé à Toulouse. Études d'assainissement et d'eau pluviale. Voilà, un peu la même chose que Julien en termes d'entretien. C'est des choses qu'on voit pas trop. C'est vrai qu'on intervient plutôt en amont, donc c'est toujours intéressant de voir un peu ce que ça raconte côté entretien, surtout quand on doit un peu présenter les avantages et les inconvénients des différentes solutions aux clients qui sont toujours un peu perdus. Donc voilà, j'espère avoir pas mal d'infos là-dessus pour enrichir un peu l'argumentaire qu'on peut avoir avec les clients. Ok, merci. Emmanuel, ton micro. Ouais, salut. Donc Emmanuel Parent, basé dans le sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques.
Donc, je travaille beaucoup dans les Pyrénées-Atlantiques, un peu dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et les Landes, et un peu plus loin, mais très rarement. Je suis tout seul dans mon bureau d'études depuis plus de 15 ans. Je suis membre du CA du CINABA, secrétaire depuis le dernier mandat, et je fais des études d'ANC en conception, à peu près 200 par an, et je fais également des études je fais pas mal d'études sur des plans d'épandage de déchets organiques et de suivi de déchets organiques. Voilà, donc je fais des études de conception. L'entretien, évidemment, m'intéresse parce que c'est un sujet important dans l'ANC, et m'intéresse également dans le sens où on avait monté un groupe de travail que j'avais animé sur les sous-produits de l'épuration, en particulier des déchets de filtration, enfin les sous-produits de filtration une fois usagés et colmatés. Bon, c'est peut-être pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même un truc qui est à prendre en compte dans nos conceptions. Bah, si, c'est un sujet important, ça. Hein. Non, c'est important, mais c'est pas, je dirais, oui, je sais qu'il est important, mais je dirais, c'est peut-être pas le sujet qu'on va le plus aborder aujourd'hui. Je pense que dans les intervenants que l'on a, c'est pas forcément le sujet le plus abordé. Voilà, pour ce qui est de mon attente. Par contre, j'aurai un petit impératif horaire, je risque de partir à 15h30 un peu avant. Voilà. Ok. Pour info. Très bien. Christian Descoubet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, ça marche? Ok. Moi, ça fait plus de 20 ans que je réalise des études de conception, d'assainissement. Et depuis 2012, je suis indépendant, tout seul. Et depuis quelques années, je ne réalise que des études à la parcelle pour des habitations. Alors, concernant l'entretien, moi, je ne traite pas cette question dans mes rapports. Je l'aborde pas. Mais par contre, ça m'intéresse d'avoir des informations. J'en ai quelques-unes, naturellement. J'ai quelques données sur les entretiens des différentes filières, mais je suis intéressé pour en savoir plus. Voilà. Ok, très bien. Bah, ça tombe bien. Voilà. Oui. Benjamin Poilvet. On se fait un petit tour de table. Oui, bonjour, j'arrive juste. Oui. On se fait un petit tour de table de présentation et l'expérience ou les attentes et le territoire couvert. D'accord. Alors moi je suis installé dans le département du Lot, où je travaille très peu parce que les études sont pas obligatoires. Donc je travaille surtout sur les départements limitrophes, principalement la Dordogne. Ok. Voilà. Après, au niveau des attentes, c'est de voir un peu les pratiques de chacun, les retours d'expérience pour objectif d'amélioration continue, quoi, comme tout le monde, je pense. Très bien. Jessica Deldic. Non. Ou alors le micro n'est pas ouvert. Peut-être. Non plus. Bon, on va passer à Pierre Guillemot. Pierre non plus. Mara Vigne. Non plus. Ok. Ok, pas de souci. On a perdu Alexis dans la course ou Non, je suis toujours là. Ça fonctionne ou pas là? Ah, c'est bon. Oui, bonjour, Maravine, bureau d'études réaliste environnement, basé dans les Landes, où on a quand même un territoire assez large. On va dans le 64, 33, on fait beaucoup des Landes. Donc, nous sommes chargés de tout ce qui est gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Ok.
Donc dans les Landes. Très bien. Et c'est bon, personne d'autre ne se manifeste. Jessica, Pierre, c'est tout ce que j'ai en plus. Ok. Eh bien, écoutez, on va enchaîner, se faire une petite présentation, un cadrage, on va dire sémantique, sur, je vais vous partager un peu mes notes. Il y a quelqu'un qui intervient ou pas du tout? Non. Tac. Voilà. Voilà. Un petit cadrage. Donc, en clair, sur les différentes définitions du terme maintenance, comme c'est un peu le sujet qui va nous intéresser concrètement avec Johan. Donc, cadrer un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut appeler maintenance. Parce que même chez Maillage, en fait, dans la fédération, on emploie aussi le terme maintenance, mais pour dans l'environnement industriel, pour le coup. Mais clairement, c'est pas une maintenance qui va être technique avec une intervention mécanique ou quoi que ce soit. C'est plus de la maintenance sur des machines-outils qui vont être arrêtées une fois l'an ou une fois tous les 10 ans et sur lesquels les entreprises adhérentes vont intervenir pour les nettoyer en fait avec de la HP, THP, voire UHP. Donc, on appelle ça de la maintenance, mais à mon sens, c'est un peu un abus de langage. Mais après, je pense que vous savez que la maintenance en tant que telle est employée un peu à toutes les sauces. Et donc, voilà, selon les NRS sur lesquels je me suis basé un petit peu pour cette note-là, on peut distinguer trois grands types, une maintenance corrective, maintenance préventive et une échelle à échelle majeure. Donc ça, a priori, on n'est pas concerné. Donc la maintenance corrective, on va pouvoir distinguer à la fois le dépannage. Donc ça, c'est clairement sur des interventions quand il y a un dysfonctionnement, et ou alors une réparation avec une panne qui est un peu plus compliquée qu'une simple défaillance ou un défaut. Donc ça, on parle de maintenance corrective et après on parle de maintenance préventive. Donc après, Johan, tu apporteras un peu ton éclairage par rapport à ça. Donc on a la maintenance préventive, un peu comme dans le domaine géré par Maillage, on a un peu ce domaine-là par rapport au curage. On a le curage préventif et puis le curage qu'on appelle quand c'est une intervention d'urgence. Donc là, on a la maintenance préventive, où on va distinguer la maintenance programmée, évidemment, pour une révision générale, mais prévue, évidemment. La maintenance conditionnelle par rapport à l'état de l'équipement. Donc ça, il y a une évaluation au préalable, évidemment, et une maintenance conditionnelle et prévisionnelle. Donc là, on cadre les deux et en gros, c'est après surveillance et analyse et en fonction du besoin qui est généré suite à cette analyse. Donc voilà les différentes maintenances. Donc on peut retenir deux cas, donc maintenance corrective, maintenance préventive. Et donc par rapport à ce que va développer Johan, on va pouvoir distinguer ces maintenances-là et rentrer un peu plus dans le concret. Je laisse maintenant la parole à Alexis pour cadrer un peu techniquement, s'il est toujours là, pour l'angle BE spécifiquement, par rapport aux besoins que les BE peuvent avoir en termes d'information, de connaissances et d'éclairage par rapport à ce qu'ils peuvent mettre dans leur rapport. Donc, merci Alban. Tu peux te présenter aussi finalement. Oui. Alors moi c'est Alexis Toussaint, je suis le bureau d'études Assaini Conseil en Gironde.
président du CINABA depuis ce mandat, depuis octobre l'année dernière. Octobre 2024, fin 2024. Voilà. J'ai bonne mémoire, c'est bon. Donc moi, je rayonne sur essentiellement la Gironde et puis les bordures des départements limitrophes et plus loin si l'étude de sol, enfin l'étude de conception en vaut le coup. Là, ça fait plusieurs mois que je tanne Johan pour nous faire cette présentation sur la maintenance et l'entretien des filières d'assainissement. Donc moi, je fais bien la distinction entre les deux mots. Il y a l'entretien que fait Johan ou Xavier. Il y a aussi de la maintenance quand il y a des pannes. Donc, ils vont nous expliquer tout ça. L'intérêt pour moi de cette présentation, c'est qu'en tant que BE, le sens de l'histoire, a priori, avec les lobbies des différents corps professionnels, est qu'on va nous demander, dans un futur plus ou moins proche, d'aller jusqu'à la filière unique. C'est déjà le cas dans plusieurs territoires français. Et je sens que ça pousse un peu partout en France, malgré qu'il y ait encore des territoires où l'étude n'est pas obligatoire. Ils se mettront à la page un jour. Et donc, pour arriver à terme à pouvoir être un bon prescripteur, on est obligé d'avoir une connaissance de ce que va être l'entretien et la maintenance des filières, en particulier agréées, puisqu'il y en a de plus en plus sur le marché. Et donc, c'est là que je vois l'intérêt de l'intervention de Johan aujourd'hui, que je remercie beaucoup de nous faire. Et donc, je pense que là, j'ai parlé assez pour lui laisser la main. Merci Alexis. Déjà, bonjour à tous. Je vais faire une petite partage d'écran du coup. Tu peux te présenter si tu veux, Johan. En me présentant, ouais. Okay, alors, moi, je suis du coup Johan Portelli. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est bon. Hop, comment je fais pour... Hop, mince. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Oui, je suis Johan. Excusez-moi, je le fais en même temps. Je suis Johan du coup Portelli. J'ai créé Sageo en 2014. Donc, c'est une société spécialisée en assainissement individuel et récupération d'eau de pluie. On fait également tout ce qui est poste de relevage et casier que vous connaissez pour la gestion des eaux pluviales. Donc, on vend du matériel et on assure l'entretien et le dépannage. En 2018, on a créé un réseau de franchises que vous connaissez peut-être. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 14 pour l'instant. Il y en a quelques-unes qui arrivent cette année, en cette fin d'année. Donc, ce sont des sociétés similaires à la nôtre. Ils s'appellent tous Sageo et ils réalisent tout ce qui est maintenance et entretien. Ici, en Gironde, on est 17. Chaque franchise sont entre une personne pour les sociétés qui se lancent et avec parfois un peu plus de personnel. Voilà pour ça. Je vais maintenant partager mon écran. Tac. Hop. Alors, fenêtre. Voilà. Je n'arrive pas à agrandir la feuille du PowerPoint. Alors, excusez-moi, Google Meet, je ne maîtrise pas bien, je suis plus sur Teams. Mais s'il y en a un qui connaît, qui peut m'aider, c'est très bien. Sinon, on reste comme ça. Mais tu peux faire le diaporama en bas à droite, là, le petit. Ouais. Ah, directement. Ouais, là, ouais, direct. Là, je pense oui, que ok. Ah, ok. Je ne pensais pas que ça devrait marcher. Ouais. Normalement. Okay. Là, c'est bon? Sinon, non. Sinon, tu fais animation. Alors, animation. Alors, c'est où? En haut. En haut. Tac, 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 tac. C'est le stylo. Ah non, mais sur ma feuille, pardon, sur mon diaporama, excuse-moi. C'est ça. Ouais. Animation, alors. C'est diaporama, pardon. Diaporama, ok. Voilà, et tu fais à partir du début. Ok. Et là, ça ne fonctionne toujours pas a priori. Donc, moi, je l'ai en grand écran. Non, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Et tu vas pouvoir le tourner. Ouais, vas-y. On dit, ça tourne. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Ok, donc Sageo, comme je vous disais, donc j'ai créé Sageo en 2014.
spécialisé dans l'assainissement et récupération de pluie, ça fait 11 ans. Nous faisons 12 000 interventions, nous avons fait 12 000 interventions en 2024, un peu moins que Xavier. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Non, Alors, non, un peu plus, je vais en faire 9000 cette année. ok, donc on a, alors nous, la différence, j'avais compris 15, c'est que ce sont que des clients propres. J'ai toujours refusé à faire de la sous-traitance. Donc, tous les clients que l'on a, ce sont soit parce que nous avons vendu du matériel, ou alors c'était des clients qui ont acheté du matériel à droite et à gauche et qui n'avaient pas de contrat de maintenance et qui ont atterri chez nous pour avoir un contrat de maintenance. Voilà. Donc notre réseau, ce dont je vous parlais, 14 agences, un peu réparties en France. On en a un prochain qui arrive dans le Finistère, je crois que c'est le département du 29, et un autre dans le 86 ou 22 d'ici la fin de l'année normalement. Nous avons régulièrement des demandes, mais on ne veut que des gens qui sont spécialisés dans le domaine, puisque ce n'est pas un métier qui est simple et il faut être au début un peu un couteau suisse, savoir vendre à des particuliers et des professionnels, et vouloir et aimer la maintenance dans l'assainissement. Voilà, il faut vouloir faire ça régulièrement, et ce n'est pas forcément, on s'est rendu compte, donné à tout le monde. Nos services, comme je vous ai dit, donc vente, mise en service, entretien et dépannage sur toutes les filières d'assainissement. La filière dont je ne pourrais pas vous parler, c'est tout ce qui est filtre planté. On n'en a pas, je ne connais pas bien ce produit et on ne fait pas de maintenance dessus parce qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en avoir. Donc, je ne pourrais pas en parler. Moi, j'ai toujours eu des bons retours là-dessus. C'est des confrères, mais moi, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. Les produits que nous commercialisons et que nous entretenons, donc microstation d'épuration, filtre compact. Donc en microstation, on commercialise de la culture fixée sur support mobile et de la boue activée dans certains des cas. Filtre compact, donc on a des filtres compacts avec des médias renouvelables et un autre qui est pérenne. Après, récupérateur d'eau de pluie, pompe de relevage et d'autres produits comme les casiers. Avant la maintenance, il y a quelque chose qui pour nous est important. Vous en avez parlé au tout début, c'était un peu l'implantation des produits. Donc vous avez parlé par rapport aux limites de la maison. Moi, nous, quand on vend un produit, ce à quoi on fait aussi attention, donc il y a plein de choses que l'on doit prendre en compte dans notre décision ou quand on propose le produit, mais ça va être le terrain. Aujourd'hui, nous, en Gironde, je vais parler de la Gironde, on a des terrains côté Atlantique où il y a des nappes d'eau qui sont très, très hautes. Ça peut aller jusqu'à 20, 30 en dessous du terrain naturel. Et du coup, dans ces cas-là, quand on a des terrains qui sont difficiles, donc où il y a une grosse présence d'argile, des nappes d'eau qui sont très hautes ou voire des zones inondables, c'est vrai que l'on préfère proposer la micro-station d'épuration parce que dans le temps, on trouve, attention, hein, ce que je dis aujourd'hui, c'est à notre niveau, on trouve qu'il y a beaucoup moins de contraintes sur les cuves et on a moins de problèmes finalement, on retrouve moins de problèmes sur la structure des cuves dans le temps, que ce soit des cuves en béton ou en plastique. Donc, bien évidemment, il peut y avoir plus de problèmes sur des cuves en plastique dû à la déformation, mais quand on a des nappes d'eau qui sont très hautes, on s'aperçoit que les filtres compacts, ils n'aiment pas trop parce qu'il y a un compartiment qui est vide. Et du coup, voilà, malgré le fait de stabiliser. Et je te donne entièrement raison, voilà. Johan, là-dessus. Le filtre compact, il n'aime pas bien l'eau. Voilà. Après, c'est vraiment notre avis. Et en fait, c'est aussi lié. Et attention, je ne veux pas taper avec un marteau sur les terrassiers, mais c'est aussi souvent lié à une pose qui n'est pas tout le temps bien respectée et que malheureusement le SPANC ne peut pas bien contrôler quand on parle souvent de sable stabilisé où on parle à 200 kg par mètre cube. Bon, souvent, il y a des TP qui mettent 3 sacs et puis c'est plié. Et du coup, la prescription n'est pas du tout respectée. Et à cause, ou même avec ça, il y a trop de contraintes sur les filtres compacts et on peut avoir soit des fissures, soit des cuves déformées. Donc, de notre côté, en tout cas, chez Syngéo,
on va préférer de la microstation parce qu'au moins la cuve elle est pleine d'eau et il y a moins de contraintes. Je dis pas qu'il n'y a pas de cuve, de problème sur des cuves, mais il y en a moins, voilà, ça c'est clair. Après, en terrain facile, bah voilà, on peut mettre ce qu'on veut, filtre compact ou microstation. Et bien évidemment, après, tout dépend, bon, ça, on va en parler, mais maison principale, maison secondaire. Et après, le type d'occupant, ça peut jouer aussi à l'intérieur. Si on a des personnes âgées, malades aussi, on essaie de prendre en compte ces facteurs-là qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre si les occupants changent, quoi qu'il arrive. Les postes U, on n'en parle jamais, mais j'insiste toujours auprès de mes deux commerciaux et des franchises de mettre un bac à graisse en amont quand il y a les eaux grises qui s'y rejettent. Parce que, pour le coup, on a énormément de dysfonctionnements. On fait aussi la maintenance sur les postes de relevage. Donc là, il y a 2 photos. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce que j'arrive pas à agrandir le PowerPoint. Mais on retrouve, si Xavier le fait, je ne l'invente pas, on a tous les deux forcément les mêmes problèmes. On peut, dans certains cas, avoir énormément de graisse. Et du coup, c'est la première cause de problème sur le poste de relevage, qui est la graisse, le flotteur qui se bloque. Et du coup, c'est une vraie galère. Et du coup, quand il y a une filière ANC en aval, on se retrouve avec aussi pas mal de graisse soit dans les filtres compacts, ça peut aller jusqu'aux médias. Ça, c'est pour le coup un peu rare aussi, mais les microstations, ça peut être une vraie plaie en maintenance, en tout cas. Donc, je recommande vivement un bac à graisse en amont du poste de relevage eau chargée s'il y a les eaux grises qui s'y rejettent. Je pense que Xavier ne me contredira pas là-dessus. Oui, c'est sûr. Sauf qu'on ne peut pas le rendre obligatoire. Nous, on le conseille tout le temps aux clients. Et je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être 30% et 40% des clients qui le mettent. Voilà, donc, voilà. Ça, moi, c'est ce que je les vois. postes U sont aussi allergiques aux lingettes et compagnie, tout ce qui n'est pas dégradable. Ça se met dans les roues Vortex, ça bouche, les clapets et compagnie. Et le relevage, en fait, pour moi, c'est ce qui coûte le plus cher en maintenance en ANC. Ouais. Ça, voilà, les lingettes et les autres objets solides, ça, effectivement, c'est quelque chose de vraiment connu. Et là, j'ai oublié et j'en ai pas parlé, mais je pense que Xavier, ça va être pareil. Quand il y a aussi derrière les sani-broyeurs, par exemple, ça, c'est une vraie galère. Par exemple, sani-broyeur, je mets aucune microstation d'épuration. On va privilégier le filtre compact. Le sani-broyeur, quoi qu'il arrive, c'est une galère. Quel qu'en soit le type d'assainissement que l'on va avoir derrière. Donc, il faut un bon pré-filtre. Et voilà, ça broie tellement les matières que ça a du mal parfois à se décanter et ça peut aller, pour le coup, dans le filtre si ça passe à travers le filtre. Alors maintenant, il y a des filtres qui sont très bien sur les filtres compacts. Mais ça, c'est une vraie galère. Et par exemple, sani-broyeur, je ne mets aucune microstation d'épuration parce qu'on va retrouver un peu tous les flottants dans tous les compartiments. Julien? Oui, je me demandais, du coup, les problèmes de graisse dans les postes de relevage, c'est systématique ou c'est quand même un peu dû à une mauvaise utilisation, type on jette l'huile de friteuse dans la... Ouais, en fait, c'est là où à la mise en service, même quand nous on vend juste le poste de relevage au chargé, c'est hyper important. Ce que tu dis, Julien, en fait, c'est un peu lié des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut pas de graisse, vu qu'il y a un volume de bâcher, au bout d'un moment, l'eau, elle refroidit et on a l'eau qui stagne et du coup, la graisse s'agglomère avec le temps. Et ça peut être un problème d'entretien. Donc nous, par exemple, un poste de relevage, on y va 1 fois par an chez un particulier et on lui demande, pareil, 1 fois par an, d'enlever la graisse qui peut se coller au niveau du flotteur, s'il peut le faire, et autour de la cuve. Et après, tu vas avoir les gens qui font vraiment pas attention, qui jettent. La friteuse, c'est quand même relativement rare, mais tu sais, ça va vite. Tu fais un magret, un plat. Oui, et de jour en jour, en fait, c'est pas vraiment à cause de quelqu'un. Par contre, à cause des gens, c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire. Par contre, et c'est une caricature, mais c'est bien vrai. Tu prends une famille de chasseurs et une famille de végétariens, ça ne sera pas du tout le même poste de relevage, pas le même assainissement. C'est une caricature, mais vraiment vrai.
Je prends un autre exemple. Quand on a des personnes qui mettent, des femmes qui mettent énormément de produits à lisser. Enfin, tu sais, elles se mettent du produit dans les cheveux pour réparer les les cosmétiques, cheveux. hein. Voilà, merci. Et du coup, on peut avoir pas mal de gras ou de produits qui à l'intérieur qui sont néfastes pour le poste. Ça arrive assez souvent, hein. Franchement, la graisse est beaucoup plus dans les postes individuels que les semi-co. Les semi-co, il y a tellement d'eau qui arrive dans le poste qu'ils sont souvent nickel, hein, les postes. Hein. Pour le coup, on n'a pas trop de soucis avec ça. Ok, merci. Du coup, on va arriver à la partie entretien avec sa géo. Du coup, en Gironde, on fait ça depuis le début. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai créé mon entreprise en 2014, tout seul. J'ai toujours voulu faire ça parce que je me suis toujours dit, vendre, c'est bien. Voilà, tout le monde sait le faire. Moi, je me suis lancé dans l'histoire, pas timide, un peu de bagou. J'aurais pu vendre des voitures ou des microstations. Tomber là-dedans et la récupération depuis, tant mieux parce que j'aime toujours ça. Mais la maintenance, c'est un autre métier. C'est la réputation de notre entreprise. Et après, financièrement, parce que vous êtes des sociétés aussi, pour nous, c'est un ciment. C'est-à-dire que voilà, dans une conjoncture qui peut être aujourd'hui un peu plus compliquée, pour la vente de matériel aujourd'hui, la maintenance, pour nous, est une belle fondation pour la société. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Mais surtout qui nous permet d'avoir une bonne réputation et qui nous permet de vendre aussi du matériel. Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été important dès le début, que je sois tout seul ou maintenant 17. J'ai 4 techniciens, on va en avoir un 5e d'ici peu de temps. Notre process pour l'entretien. Donc en fait, c'est plutôt très simple. Si on ne parle pas de mise en service, quand on a déjà un client chez qui ça fait un moment que nous avons un matériel, eh bien, chez nous, l'entretien, il est programmé. Comme vous avez, je suppose, hein, quand on a une certaine base de données, au bout d'un moment, on est obligé d'avoir des logiciels qui nous aident. Et aujourd'hui, on a un logiciel qui nous aide à créer les tournées. Donc, en fonction du temps, de la durée de l'intervention, tout est programmé dans le logiciel. Ça nous aide. On envoie un mail automatique un mois avant au client pour lui dire que notre technicien va passer, lui propose une ou deux dates et c'est le client souvent sur Internet qui fixe sa date et ça se fait tout seul. Donc on passe chez le client, on fait l'entretien, je vais vous montrer après le type de rapport que l'on fait et quand on fait le rapport, ensuite il s'envoie automatiquement chez le client et chez le SPANC et le terrassier. Client, SPANC, terrassier, si le client, bien évidemment, signe la RGPD, parce qu'il y a des clients, on va pas se mentir, il y a des affaires des fois un petit peu bizarres, donc le client ne veut pas que ça s'envoie à droite à gauche, ou alors il s'est embrouillé avec le terrassier, enfin bref, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous regarde, c'est la maintenance et qu'elle soit bien faite. Donc, il signe une case RGPD, on l'explique, on envoie au SPANC, et on envoie au SPANC. Je ne sais pas si Alexis a reçu, et s'il est toujours là, s'il a reçu des rapports, mais on essaye aussi d'envoyer maintenant au bureau d'études. Voilà, c'est quelque chose que l'on va essayer de faire. Je ne sais pas si ça va les intéresser ou pas, et puis on verra en fonction d'eux. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement chez nous. Le but, et pourquoi j'ai voulu faire ça, parce que pendant des années, quand on vendait des microstations, on était catalogué comme le vendeur de microstations. Et moi, je voulais casser un peu cette image. Et du coup, je voulais montrer au SPANC, pas au terrassier, mais au SPANC, regardez, oui, on vend des microstations, mais on veut faire du mieux que possible notre métier. Et on a toujours été totalement transparent avec les SPANC et donc ouvert aux remarques et aux améliorations de nos rapports de maintenance. On n'est pas les meilleurs. Il y a certainement des sociétés qui sont mieux que nous, c'est sûr. Mais voilà, on est toujours pour l'amélioration, clairement. Et donc, on a toujours envoyé nos rapports au SPANC. Et c'est quelque chose qui, voilà, il y a des SPANC qui sont très très contents, d'autres, ils nous envoient des mails, ils ne veulent plus les recevoir, ils s'en fichent. Bon, voilà, après on décoche de notre Excel. Et quand le client n'est pas client chez nous, qui nous appelle, il a déjà une installation, donc on fait automatiquement un diagnostic. Maintenant, ça fait 6-7 ans, puisqu'avant, on décrochait, ok, on vient faire l'entretien, et on arrive sur l'installation en carafe,
Bref, c'est la galère. On ne sait pas dire au client qu'il va payer plus cher. C'est un peu compliqué. Donc, au téléphone, on lui annonce que l'on va faire un diagnostic de sa station, quoi qu'il arrive, et que c'est, chez nous, le diagnostic, c'est 150 €. Voilà. On vient, on fait un diag de la station, on fait un petit entretien, un nettoyage simple si jamais il n'y a pas de souci. Et si on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement, on fait un devis pour réparer la microstation d'épuration. Dès lors qu'il accepte, on répare et après, on propose un contrat de maintenance. Une fois, uniquement dès lors que la station elle est réparée et qu'elle est en état de fonctionnement normal. Voilà. C'est uniquement après ça. Et après, on part sur un contrat de maintenance annuel. Que le client soit chez nous depuis longtemps, même si on lui a vendu nous-mêmes une cuve, ou un client qui vient et qui a une Promietech ou une Eloa ou une autre marque, ce sera le même contrat. Il n'y a pas de différence de tarif en fonction du type de matériel. Il y a chez nous, comme ça, en tête, il y a une station ou deux qui peut être un peu plus, des fois, compliquée ou galère, mais globalement, on fait le même prix pour tout le monde. Et nous, le contrat de maintenance, c'est 150 € hors taxe, c'est une visite à l'année, et s'il y a un souci, on se déplace gratuitement, que ce soit 1, 2 ou 10 soucis. Voilà. Sauf si on se déplace parce qu'il y a des lingettes, quelque chose d'anormal au fonctionnement de la station, dans quel cas on fait payer. Ça, c'est le tarif que j'ai en Gironde. Il y a des départements où c'est plus cher, voilà, parce que l'accessibilité, je crois que c'est Julien Miclot j'ai entendu, il est dans le nord-est, donc en Franche-Comté, je crois, et donc là-bas, c'est plus vallonné, donc on a des franchisés qui ont des tarifs un peu plus chers, ou dans les Alpes, donc voilà, ça dépend. Alors moi, j'ai commencé le contrat de maintenance, je le chiffrais à l'époque 90 € TTC. Donc, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, donc j'ai augmenté petit à petit. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à me couper. Hein. Alors, le déroulement d'une maintenance, donc on a un rapport de maintenance. Donc, il y a des rectangles bleus. Vu que quand j'ai entendu qu'on allait être enregistré, j'ai vite caché les coordonnées de la cliente. Donc voilà, c'est un rapport qui est chez nous assez simple. Au début, mes techniciens devaient beaucoup écrire sur les rapports. Maintenant, on a simplifié, vous le voyez mal, mais c'est avec plaisir que je vous enverrai un rapport. Pour ceux qui le veulent, je ferai suivre à Alexis. En fait, on a le matériel, après on a une case, c'est contrôle et nettoyage. Après, c'est réglage et essai, type de rejet, mesure. Et après, on juge l'installation, les ventilations, si elles fonctionnent, primaire, secondaire, si on doit prévoir une vidange, la mesure de la vidange. On a une case à chaque fois commentaire pour écrire un petit peu. Mais au début, nos rapports étaient peut-être plus précis, mais le technicien devait beaucoup plus écrire. Et au final, on a mis beaucoup plus de cases à cocher parce que c'est quelque chose de très bête, mais il y avait énormément de fautes et d'orthographe, et du coup, je ne voulais plus qu'on envoie ça au SPANC, donc on a limité, on coche beaucoup plus, on coche maintenant des cases. On doit systématiquement, normalement, remplir les commentaires, au moins si RS, tout va bien, contrôle visuel, une photo, et puis on envoie ça au SPANC et au client. Voilà. Donc, il y a plein de tests à faire. Il y a donc le type de cuve, l'état de la cuve, s'il y a toujours les numéros de série, donc on prend les numéros de série, l'état de la cuve, s'il y a une déformation ou pas, elle peut être grave ou non. S'il y a des choses, en tout cas visuelles, une fissure qui apparaît, que l'on peut voir. Et après, on va contrôler si c'est une microstation d'épuration, le compresseur, le débit d'air, vérifier quand est-ce que les membranes ont été changées. Si on peut nettoyer les diffuseurs qui sont en fond de cuve, on verra tout à l'heure, il y a des stations qui sont plus simples à entretenir. Il y a tout un protocole, il y a une vingtaine d'étapes à peu près à vérifier sur une microstation, un peu moins sur un filtre compact. C'est vrai, c'est peut-être plus simple sur un filtre compact, ça peut être plus rapide. Donc voilà, et bien évidemment la mesure de boue et la mesure de croûte aussi. On parle souvent de mesure de boue en fond de cuve, mais la croûte elle est aussi importante pour une microstation comme un filtre compact. On peut aussi dire au client de vidanger parce que la croûte est très épaisse. J'ai souvenir comme ça d'un client qui a, je ne sais pas si c'était lié ou si c'est un hasard, mais
qui faisait beaucoup de diabète. Et du coup, on avait une croûte qui était énorme, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas d'eau dans la microstation. Je ne sais pas vraiment expliquer cela. On a eu deux fois le cas. Mais voilà, des fois, on peut préconiser une vidange beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà. Ouais, je te rejoins, on rencontre ça aussi, les gens sous chimiothérapie, des médicaments comme ça qui prennent de façon chronique, ça perturbe la bactério et donc le chapeau de graisse, hein, la croûte là, est perturbé ainsi que les bouts du fond. Et parfois les vidanges sont à faire bien plus souvent que ce qu'on imagine. Et à l'inverse, les vidanges, ça peut être bien plus espacé que ce qu'on imagine aussi. Oui, ouais, exactement. Et moi, ouais, la petite anecdote, ce client, je me rappelle de ce client parce que c'était mon premier client, enfin un de mes premiers clients. Et à l'époque, je n'avais pas osé demander s'il prenait des traitements médicamenteux. C'était des questions qui me gênaient un peu, comme parler de préservatifs, voilà, des choses un peu personnelles. Ça me gênait un peu au début. Et en fait, un jour, il m'appelle, c'était bouché, c'était une cata, et en fait, c'est lié à son diabète. Donc, de tout temps à jamais, ce client, je lui offre sa vidange. Voilà, c'est tous les ans, on vidange. Et je prends mes responsabilités, mais bon, voilà, est-ce qu'il y avait un produit mieux que celui-ci à proposer? Sûrement. J'ai fait l'erreur et ça, moi, après, je le reconnais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de poser et d'aller directement dans le vif du sujet avec les clients. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand on vend un matériel. Pour la différence entre chaque technologie, donc microstation et filtre compact, donc microstation, donc BA c'est bout activé, CS c'est culture fixée, et culture fixée avec support mobile qui sont d'une microstation qui existe maintenant depuis quasiment 10 ans. Globalement, moi je sais qu'on a des problèmes moins importants sur la microstation d'épuration. C'est-à-dire que sur une microstation, bien sûr, il peut y avoir des pannes. Un compresseur, ça peut être sensible, ça peut tomber en panne. Mais un compresseur, un kit membrane, on va l'acheter 30 ou 40 euros, on va le revendre 70 euros au client. Quand ça fait partie de la maintenance, de notre côté, il n'y a pas de frais de main-d'œuvre. Finalement, ou un compresseur, il y a une marque qui vend des microstations où le compresseur est extrêmement cher, qui vaut pour une 5EH, c'est dans les 600 à 700 euros. Je ne vais pas donner le nom là, mais Xavier peut-être se doute de laquelle je parle. Mais oui. Voilà, on a après, bon là je peux parler de la marque de la station, Epuralia, c'est plus trop vendu. On a des moteurs qui peuvent coûter entre 300 et 700 euros. Mais globalement, c'est des interventions qui vont coûter les plus chères sur ce type de filière, sur les microstations. Donc, très sincèrement, on n'a jamais eu de client qui nous a dit « Ah non, je ne veux pas réparer ma microstation, c'est trop cher. » Très honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Et si ça représente un budget qui est onéreux pour le client, vu qu'on est sur des petits montants, de notre côté, on arrive à aider le client. On est humain. Comme vous, hein, sûrement, on dit au client, écoutez, vous nous payez en 2-3 fois et ça passe toujours. Les filtres compacts, on va peut-être avoir moins de soucis. Faut moins régulier. Ça, c'est vrai, c'est possible. On peut avoir moins. Par contre, là, il faut être vigilant quand il y a la matière du filtre qui va dans la pompe et qui peut bloquer la pompe. Et du coup, quand on a l'eau qui revient dans le filtre, là, c'est un peu la grosse galère, surtout quand le média, c'est un média renouvelable. Par contre, quand c'est un filtre dont on doit renouveler le média, ça, c'est une certitude. Par contre, ça, on ne l'enlèvera pas. C'est beaucoup plus compliqué à renouveler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, un média d'une marque très connue, c'est 3 000 euros. Hein, on travaille parfois avec eux. Les clients, ils vont faire eux-mêmes des devis toute la journée. C'est pas tout le temps accepté parce que 3 000 euros, les gens en amont, il y a 10 ans, ils n'étaient pas tous prévenus. C'est pas vrai. On leur a pas tous dit que ça allait leur coûter 3 000 euros au bout de 10 ans, voire moins des fois. Et du coup,
on a beaucoup moins de clients qui changent les médias. Nous, on nous dit, non, mais moi, j'en ai rien à faire, vous me mettez un coup de râteau et ça va continuer comme ça. Malheureusement, on a beaucoup ça. Voilà, donc, c'est un peu compliqué. Nous, au niveau de la responsabilité, la question, c'est est-ce qu'on continue à faire l'entretien, mais on est responsable parce qu'on rejette une eau qui est peut-être dégueulasse. C'est un petit peu ça. Donc, très souvent, on arrête le contrat de maintenance. C'est con, mais si demain, il y a un souci, c'est un peu galère pour nous. Après, on les incite à changer le média. Et je vais vous donner, j'étais en visio ce matin avec Bioroc parce qu'on est en train d'essayer de faire un partenariat avec eux pour le changement des sacs médias. Chez eux, c'est quelque chose c'est pas secret. Je leur ai demandé si je pouvais communiquer le tarif. Ils m'ont dit oui. C'est 1 700 € pour une 5 à 6 équivalents habitants que le client va payer 1 700 € TTC. D'accord ? Quand on doit changer le média, la laine de roche, c'est dans les sacs. Ils font des devis régulièrement. Eux-mêmes, à leur niveau, ils n'en font pas beaucoup. Ils font des devis tous les jours. Mais ils m'ont dit, les devis, ils ne reviennent pas signés. Ils ne reviennent pas tous signés. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc, finalement, on se retrouve avec des dysfonctionnements sur les filtres compacts qui ne se résout pas finalement. Voilà. Alors nous, on ne les connaît pas tous parce que les fabricants se gardent bien de le faire en interne ou avec leurs sous-traitants. Nous, voilà, on ne sait pas tout. Mais voilà, aujourd'hui, nous, à notre niveau, on a plus de problèmes qui ne se réparent pas avec le filtre compact qu'avec les microstations d'épuration. Alors, et aussi le devenir des déchets, on en parlait tout à l'heure avec un bureau d'études, j'ai oublié le nom, le devenir des déchets de filtre compact, c'est pas si évident que ça. C'est très complexe. Ouais, alors, moi, je peux parler que de ce dont je sais, Xavier, qui est la partie Bioroc Graph. Je n'ai rien à cacher, ça se voit sur notre site, on travaille aussi avec Graph. Je me doute qu'il y aura des questions à ce sujet dans pas très longtemps sur la microstation d'ailleurs. Mais pour la partie Bioroc, franchement, c'est hyper bien organisé. Graph, ça a toujours été une entreprise qui recycle ses déchets. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter cette usine, vous pouvez manger par terre, enfin bref, c'est nickel. Là, aujourd'hui, les médias, on les récupère, on les met dans des big bags chez nous, on doit séparer le sachet en plastique, le filet, de la laine de roche. Ils viennent et c'est eux-mêmes qui retraitent, Graph et Bioroc, la laine de roche. Le média naturel, que ce soit le xylite, la plaquette de pain, parce que nous aussi on vend maintenant de la symbiose, donc la plaquette de pain, de la coco. Je ne peux pas parler ce dont je ne connais pas. Ils font sûrement très bien les choses. Eloa, Premier Texte, c'est de très grandes entreprises, sûrement qui recyclent ça très bien. Mais je ne peux pas en parler, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc je ne connais pas les difficultés. Je connais leurs difficultés à vidanger, par exemple, un média. Je sais que c'est très compliqué pour un vidangeur d'aspirer le média une fois qu'il est plein d'eau, colmaté. Je sais que c'est une grosse galère. Après, le changement du média en soi, voilà, ça a un coût. C'est peut-être plus simple. Ça, je ne peux pas parler de ça. Je ne connais pas trop, en tout cas. Voilà. Je me permets là d'intervenir justement parce qu'on avait travaillé là-dessus justement. Aujourd'hui, en effet, la plupart des fabricants qui font de l'organique en termes de médias filtrants ont plus ou moins développé des filières avec du compostage derrière, avec un code déchets qui est plus ou moins accepté. Ça dépend un peu des sites. La problématique, c'est qu'on n'a pas partout des plateformes de compostage de proximité qui acceptent ce type de déchets. Donc, c'est un peu en train de se mettre en œuvre, mais ça reste compliqué. La plus grosse difficulté, à mon avis, quand même, parce que ça va réussir plus ou moins à se résoudre, c'est d'une part sur les médias qui sont pas compostables. Bon, tant mieux si Bioroc a trouvé des solutions avec sa laine de roche, mais je pense qu'ils sont pas tous dans ce cas-là. Et la difficulté, c'est le pompage, en effet. On s'aperçoit que quand on discute avec les vidangeurs, la technique d'extraction des médias peut parfois être très compliquée et imposer des coûts de vidange relativement élevés avec des puissances de pompage importantes et la nécessité d'être au moins 2 sur le chantier. Enfin voilà, donc c'est pas un petit chantier. Donc bon, oui, tout à fait. Aujourd'hui ce chantier il est pris par aujourd'hui les fournisseurs. Il y a pas, qui cherchent des sous-traitants, mais
en discutant, enfin, on a aussi là-bas également quelqu'un qui est vidangeur, qui a déjà été sous-traitant de ces groupes-là. C'est pas facile dans les discussions, parce qu'en effet, les coûts, ils sont pas ceux qui étaient annoncés il y a 10 ans. Je suis entièrement d'accord. On annonçait 1 500 euros, on n'est pas à ça. En effet. Non, on est plus sur le média naturel, on est plus sur 3 000 euros. Alors, il y a quelque chose qui est très sûr, et moi, j'ai un très bon copain à moi qui est vidangeur. Moi, il me dit, il en fait souvent pour un fabricant, juste la vidange, hein, c'est 1 000 euros. 1 000 euros pour une 5EH, juste le média, parce que c'est très compliqué à aspirer. Après, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il a la bonne machine? Vous savez, c'est avec ses machines habituelles. Hein. Est-ce que c'est assez puissant ou pas assez puissant? Voilà, en tout cas, il m'a dit, lui, c'est 1 000 euros. Alors, Manu, si toi, tu connais un vidangeur, peut-être qu'il va te dire la même chose, ou pas du tout. Hein, mais je sais que nous, ici, c'est 1 000 euros pour lui, en tout cas. Voilà. Non, je suis d'accord. C'est des vidanges qui sont coûteuses, mais la difficulté des vidangeurs, c'est de se mettre d'accord avec le fournisseur pour être sous-traitant, parce qu'ils cherchent en effet des sous-traitants qui arrivent à sortir ce type de produit, mais tous ne sont pas équipés en effet du bon matériel pour ce type de produit, quoi. Donc, du coup, pour la microstation, donc on a trois grandes familles, la boue activée. Donc pour nous, ça reste en entretien. Je ne vais pas parler là maintenant de performance épuratoire, voilà. Mais en tout cas, la boue activée, c'est souvent des stations qui peuvent être simples à entretenir, hein, parce que là aussi, c'est très varié. Boue activée, ça va aller de l'ancienne Graf, qui sont les Claro Quick à 2 compartiments, à la Easy One, à la Kessel, à la Epuralia avec le moteur. Mais globalement, ça peut être assez simple à entretenir, sauf pour l'Epuralia, où là, il y a les roulements et c'est encore autre chose, un peu plus compliqué. Mais ce sont des stations qui sont plus sensibles. Voilà, qui sont plus sensibles. On connaît tous les problèmes de départ de boue. C'est plus sensible, plus sujet aux odeurs parfois. Alors les stations d'aujourd'hui qui ont inventé la techno sans ventilation secondaire, ça, pour le coup, ça fonctionne vraiment bien, que ce soit pour les petites ou les très grosses stations. Je vais donner un exemple. On a 2 très grosses stations de chez Graf, d'Easy One, une 500 équivalent 8 ans pour un atelier de découpe de viande de porc, une pour une laiterie d'ailleurs, et une autre dont Alexis a fait l'étude pour la laiterie, et une ferme à poulets. On n'a pas d'odeur. Ça fonctionne terriblement bien, voilà, sur ces grosses stations. Après, pour les cultures fixées, c'est des stations qui sont très connues, qui sont relativement fiables. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, sur certaines stations, on ne peut pas nettoyer les diffuseurs qui sont en fond de cuve. Vous savez, le diffuseur, c'est les plateaux, vous savez, hein, c'est les membranes par lesquelles passe l'oxygène grâce au compresseur. Et en fait, ça, au bout d'un moment, ça se colmate. Alors, les fabricants, ils vous disent toujours, mais non, t'envoies de l'air puissant, un gros compresseur. Bon, c'est de la flûte quand on me dit ça. Moi, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui font pas de la maintenance qui nous disent ça. Et au bout d'un moment, ces membranes se colmatent. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on a un compresseur qui force. Et les membranes, elles cassent assez souvent. Je prends souvent l'exemple pour expliquer aux clients, c'est quand vous prenez un ballon de baudruche, ça va, c'est nickel. Si vous soufflez dans un ballon de baudruche, tout va bien. Si vous soufflez dans 100 ballons de baudruche, au bout d'un moment, vos joues, vous allez en avoir marre, vous allez avoir hyper mal. Et ce qui se passe sur un compresseur, c'est que ça casse. Et quand on n'a pas la possibilité de nettoyer le diffuseur, les membranes, j'ai en tête comme ça 2-3 microstations, des anciennes versions. Les membranes, malheureusement, vous les changez tous les 2 ans. Voilà, c'est nul, mais c'est comme ça. Les stations à culture fixée sur support mobile, c'est très très bien. Moi, j'adore. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement faire de la maintenance. On peut facilement nettoyer les diffuseurs qui sont en fond de cuve. Je les connais normalement toutes, mais on retire les diffuseurs, on les nettoie, et au moins, on n'a aucun problème de compresseur. Qui sont en membrane. Alors, on a aussi les compresseurs à piston qui sont très fiables, et là, on peut avoir des fois moins de problèmes, mais sur le marché, on a beaucoup de microstations qui fonctionnent avec des compresseurs à membrane. Voilà. À piston, c'est surtout les anciennes, même les nouvelles, sur les stations Graf. Voilà.
Alors, n'hésitez pas à me couper parce que moi, je sais de quoi je parle, mais je peux peut-être vous embrouiller, donc il ne faut pas hésiter à me couper. Hein. Franchement, c'est avec plaisir. Par contre, le gros défaut de certaines microstations, que ce soit culture fixée, support mobile ou bout activé, et là, je vais être grossier, mais pour moi, c'est de la grosse merde, désolé, c'est quand il y a les compresseurs à l'intérieur des stations. Je ne vais pas me faire des copains en disant ça, surtout si c'est enregistré et visionné par certains fabricants, mais les stations qui ont des compresseurs à l'intérieur, c'est de la daube. Moi, j'ai horreur de ça, parce qu'en fait, du coup, dès qu'il y a une surcharge, il suffit qu'il y ait un poste de relevage en aval, un drainage qui ne fonctionne pas bien, un fossé qui soit rempli, la station elle monte en charge, ça noie le compresseur, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on se retrouve comme des pigeons à dire au client, ah ben on va essayer de vous faire sécher le compresseur, on essaie d'être sympa, on fait ça. Bon, au bout d'un moment, ça reclaque. Et du coup, à chaque fois, ce que l'on fait, on propose au client de dissocier la partie électrique de la station. Donc, on met tout ça dans une armoire externe. Mais le client, on lui met une plus-value entre 700 avec le compresseur, déplacer les électrovannes, tout faire, la demi-journée de main-d'œuvre, voire la journée entière s'il est tout seul. Mais il se retrouve entre 700 et 1500 euros de plus-value. Donc, si j'étais le bureau d'études, et je ne suis pas à votre place, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ferais, jamais je proposerais des stations avec des parties électriques à l'intérieur. Sachant que ces mêmes fabricants, ils font les choses très bien aussi, ils proposent une version avec des armoires déportées. Attention, hein, voilà. Mais c'est souvent gain de coût pour les grands distributeurs nationaux. Voilà, ils préfèrent aller au moins cher. On se retrouve des fois à vendre un prix et pas un produit. Et on propose un produit, ce qu'on appelle plug and play, avec le compresseur à l'intérieur, on ne s'emmerde pas. Bon, pour moi, ça, c'est nul. Et en même temps, c'est cadeau pour nous. Nous, on arrive, on se frotte les mains, on sait que dans un an, on va devoir changer tout ça. Hein. Mais c'est vraiment pas fiable pour moi. Désolé, j'étais un peu brute, mais voilà, c'est aussi... je pense que Xavier ne dit rien, mais sûrement pense peut-être un peu la même chose. Oui, tu as raison. Après, il y a des cas de figure où... Désolé. Il y a des cas de figure où les montées en charge doivent être évitées justement par le bureau d'études. Un fossé qui monte en charge, c'est pas normal. Une non-infiltration qui monte en charge, c'est pas normal. Un poste d'enlevage qui tombe en panne, là, ça arrive forcément. Ouais. Et oui, ces stations-là, elles sont plus problématiques que là où c'est déporté. Voilà. Et même avec l'humidité, des fois, il n'y a pas que la montée en charge. Il y a l'humidité du système qui fait dysfonctionner les comptes. Alors, je sais à qui tu penses, parce qu'il y a plusieurs marques, hein. Mais il y en a qui s'en sortent pas trop mal quand même, malgré l'électromécanique embarquée. Il y en a qui s'en sortent bien, d'autres un peu moins. Moi, des produits mieux conçus que d'autres. Moi, je suis plus dur. Je suis plus dur et en tout cas, voilà, effectivement, on a un avis partagé, mais moi, je te rejoins. Il suffit qu'il y ait un peu trop d'eau sur le terrain, ça rentre. Enfin bref, c'est vraiment, même quand c'est ventilé, pour moi, c'est une grosse connerie de faire ça. Alors qu'il suffit juste de mettre une armoire à l'extérieur et c'est un problème qui est évité. Enfin, pour moi, c'est quoi qu'il arrive, pour moi, c'est mieux de faire ça. Mais bon. Les filtres compacts, on a là deux familles pour moi. On a les médias renouvelables et les médias pérennes. Bon, globalement, sur tous les types de médias renouvelables, ça s'entretient un petit peu. Johan, je t'arrête tout de suite. Quel distinguo tu fais entre un média renouvelable et un média pérenne? En fait, le média renouvelable, c'est le média que tu vas devoir renouveler parce qu'il s'use. Donc, ça peut être de la laine de roche, de l'axylite, l'écoflow, c'est le média naturel. C'est quoi qu'il arrive que tu vas renouveler au bout de 10, 15, 20 ans. Pour moi, c'est ça. Et le média pérenne, alors tu ne connais peut-être pas, mais en 2014, il y a Brezo qui a sorti le ClearFox, qui est un média en synthétique. D'accord. Voilà. Je suis d'accord, c'est ça la différence. Okay. Voilà. Et depuis, voilà, ce média en synthétique. Et du coup, donc, dans les deux cas, c'est assez simple. Le média renouvelable, voilà, si ça se passe bien, la maintenance, franchement, c'est une mesure de boue, on nettoie le pré-filtre, la croûte, enfin les trucs classiques. On va bien scarifier. Scarifier, des fois, on pense que c'est 5 minutes, un quart d'heure. Bon, c'est quand même plus physique que cela. Bien nettoyé. Ça se fait plutôt bien. Le média pérenne, c'est à peu près pareil, il n'y a pas de scarification, c'est plus du nettoyage. Mais il peut y avoir un sacré bazar lorsque c'est un média renouvelable, donc un média naturel, il y a un sacré bazar quand la pompe elle se bloque et que le média monte, quand ça monte en charge dans le média,
Là, c'est un peu le bordel. Faut tout remettre en état. Et si le média a été noyé beaucoup trop longtemps, là, on appelle le fabricant pour avoir un peu la marche à suivre. Encore une fois, c'est ce que je vous disais au début. Moi, je ne sais pas tout. Mes techniciens, ils ne savent pas tout. Et il y a un dicton qui dit « pas de couilles, pas d'embrouille ». On préfère appeler le fabricant, on lui envoie des photos, on lui dit depuis quand on pense avec le client que le média est à changer, attention, et inondé. Et le fabricant nous donne à nous la marche à suivre. Okay, c'est pas nous, c'est pas moi, Johan et Sageo, qui disons aux clients, qui allons dire aux clients, OK, il faut renouveler le média. Ça n'a jamais été le cas et ce ne sera pas le cas. Je ne veux pas qu'on prenne cette responsabilité parce qu'on pourrait soit se couvrir de trop et voilà, et le client pourrait payer un média bien avant l'heure, alors que des fois, il suffit de remettre en route, nettoyer. Je pense que Xavier, s'il travaille avec des fabricants, pour le coup, a plus d'expérience que nous sur le sujet. On les laisse, oui, on les laisse pendant en charge et prendre les dispositions nécessaires. C'est pas nous de juger, effectivement. Et après, le média pérenne, très sincèrement, moi, j'en commercialise peu, mais depuis très longtemps, enfin très longtemps, non, depuis 2014, je vais être très honnête, je commercialise ici en Gironde la ClearFox. Il y a eu un temps brio, mais on avait eu des soucis sur la structure des cuves, donc on a vite arrêté. Mais le média pérenne, on n'a jamais eu de dysfonctionnement. On n'a jamais eu de dysfonctionnement majeur à se dire on doit changer le média ou décolmater. Et si jamais un jour il y a un colmatage, on peut facilement sortir les médias, les nettoyer, les remettre. Ce n'est pas une question d'en faire la publicité, mais en tout cas, voilà, la différence entre le média pérenne et renouvelable, elle est là-dedans. La qualité du rejet, je ne fais pas d'analyse DBO, DCO, MES en sortie de rejet pour dire si c'est mieux ou moins bien. Par contre, je ne vois pas de différence visuelle de qualité d'eau, savoir si c'est plus marron ou pas. En tout cas, avec le produit que nous commercialisons. Okay, voilà. Et après, quoi qu'il arrive, tous les autres médias ont l'air de très bien fonctionner également, hein, que ce soit Xylite, Prometex, Symbiose, Buroc, la noisette, l'argile, enfin j'espère oublier personne, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ouais. Monsieur au niveau de la fréquence de changement du média, je me rappelle là, quand ces produits sont arrivés, on nous parlait de 10-15 ans. Ouais, alors. Moyenne. Alors, est-ce qu'on peut préciser Ouais, alors je pense, moi, alors j'ai pas. C'est pas des. J'en vends pas ici en Gironde une cinquantaine par mois, donc j'ai pas l'expérience que peuvent avoir les industriels. Je suis pas sûr que ce soit des données que l'on aura vraiment précises un jour. Par contre, avec les cuves que l'on a en entretien, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'utilisation, du nombre de pannes qu'il y a eu. Il y a des filières où ça va être un peu au-delà, et on en a, ça va être carrément avant. Ça va vraiment dépendre pour moi, là, du coup, de l'utilisation et de l'entretien. Pour moi, ça va vraiment dépendre. C'est un peu comme la vidange, ça dépend de l'utilisation et de l'entretien. Mais le plus gênant là-dedans, c'est pas mais finalement, vous devez vidanger 2 ans avant. En tout cas, c'est jamais 5 ans. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un client qui a une Prometec, une Xylite au bout de 3 ans, de dire attendez, on va appeler le fabricant, il faut changer. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Moi, les plus tôt que j'ai pu observer, c'était 7 à 8 ans. Mais est-ce que l'utilisation était bonne? Voilà. Ça dépend. Est-ce que la pompe, il n'y avait pas des défauts avec une pompe? Ça aussi. Des inondations, des fois, quand il y a l'inondation avec la boue à l'intérieur, là, c'est en carafe, il faut vite changer. Enfin, faut changer. Mais là, c'est un autre problème. Donc voilà, la fréquence du changement de média, je pense qu'ils ne sont pas trop dans le faux non plus, aux alentours de 10 ans. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Et au niveau des pompes de relevage des filtres compacts qui sont intégrés dans les filtres compacts, est-ce que là, il y a une maintenance particulière ou... En fait, c'est pas une maintenance particulière, c'est pour moi une vigilance plus accrue. Moi, c'est pas quelque chose que
moi, je trouve ça pas bien, du coup, d'avoir. Enfin, j'aime pas l'avoir la pompe de relevage dans le média. C'est bien plus pratique, c'est sûr pour tout le monde, même à la maintenance, encore que, quand elles sont accessibles et que la cuve, il n'y a pas un souci de déformation à l'intérieur ou pas. Parce que des fois, ça aussi, il y a certaines pompes qu'on ne peut même pas retirer, donc ça, c'est une autre galère. Mais moi, je ne suis pas forcément pour. Parce que on a souvent des postes de relevage avec des volumes de bâchets qui sont très petits, donc des pompes qui s'enclenchent beaucoup plus souvent, et on peut avoir des dysfonctionnements de pompes. Et ensuite, quand c'est dans un poste de relevage séparé, donc au-delà du volume de bâcher, on a un peu comme on a plus de décantation qui va être liée à la matière qui peut se dégrader, pas au bout qui pourrait être produit dans la cuve de pré-traitement. Attention, franchement, il n'y en a pas. Par contre, on a, c'est clair, des médias qui peuvent se retrouver dans le logement de la pompe de relevage quand celle-ci est inclue dans le filtre. Mais quand c'est le poste est dissocié, franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, ça, c'est nous ce qu'on peut observer. Voilà. Mais je comprends les fabricants pour être bien concurrentiel, avoir un produit optimisé, de choisir d'avoir un poste de relevage inclus dans la cuve. Hein. Après, c'est un peu une course. Hein. Je comprends ça, hein, mais il faut que la vigilance soit plus accrue. Et c'est pour ça que tout le monde s'accorde à dire, quoi qu'il arrive, que la maintenance tous les ans, elle est importante, voire obligatoire. Enfin, nous, clairement, pour nous, c'est important. Que ce soit une micro-station ou un filtre compact, il faut que ce soit suivi. Et auquel cas, il y a beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Alors, je me permets, souvent, moi, je compare ça à l'automobile. Quelle que soit la marque, il y a des marques plus prestigieuses, plus robustes que d'autres. Mais si votre bagnole, vous ne l'entretenez pas, il y a un moment, les pneus vont être foutus, elle va glisser. Les plaquettes de frein vont être foutues, ça va plus freiner. Le moteur, pas vidanger, il va claquer. Et en fait, un système, quel qu'il soit, ça s'entretient. Et alors, du coup, là, on parle bien de micro-stations et de filtres compacts, mais il y a aussi le reste. Les filtres traditionnels, à sable, tranchées d'épandage et roseaux, les défauts d'entretien sont carrément rédhibitoires. Un filtre à sable, si vous n'entretenez pas la fosse tout d'eau et son pré-filtre, il colmate. Et là, nous, on voit énormément des filtres à sable qui ont parfois moins de 15 ans, moins de 10 ans, qui sont colmatés à cause d'un manque d'entretien de la fosse tout d'eau. Et ça, voilà, l'entretien, ça reste très important, comme tu disais, Yoann. Et c'est bien que tu dis ça, Xavier, ça me fait une petite piqûre de rappel parce que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Et depuis quelques années, on propose, mais ça passe mal auprès des clients, pas des spanks, mais ça passe mal auprès des terrassiers et clients, si on propose l'entretien sur les filières traditionnelles. Donc les fosses toutes eaux, faire une mesure de bout pour dire au client quand est-ce qu'il faut vidanger, parce que vous savez, quand on y va, parce que le spank a dit qu'il fallait changer d'assainissement, c'est « Oh, mais moi, ça fonctionne !» Ouais, mais monsieur, ça fonctionne, mais vous pouvez, ça fait 10 ans, quoi, mon coco. Donc voilà. Mais en fait, j'ai jamais vidangé, mais ça, vous l'avez tous entendu, hein, je ne l'invente pas. Hein. Et en fait, on propose une mesure de bout, nettoyage du pré-filtre, vérification des drains s'il faut avec une caméra. Et on nettoie ce qu'on peut. Hein. Attention, on n'est pas magicien non plus. On nettoie ce qu'on peut. C'est un peu comme une infirmière qui va surveiller une plaie d'un patient. On va faire de la prévention, des fois soigner un petit peu. Et alors pour ces clients-là, on prend moins cher. On est 40 € moins cher parce qu'on ne fait pas autant de travail. Mais voilà, on est plus dans de la prévention. Et voilà, parce qu'effectivement, on n'en parle pas, mais il y a aussi pas mal de colmatage avec des filtres à sable. Ça, c'est une évidence. Voilà. Oui, alors ça me fait penser à quelque chose. Il y a maintenant des ouvrages de traitement qui sortent et qui sont agréés sans la fosse touteuse eau. Bon, à ma connaissance, il y en a 2 là, actuellement. Ouais. Donc, il n'y a que l'ouvrage de traitement qui est agréé. Et on peut conserver sa fosse touteuse eau si elle correspond à certains critères techniques. Est-ce que comment est-ce qu'on peut savoir si une fosse touteuse eau est en bon état ou pas? Est-ce que ça, vous avez des informations là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un passage caméra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? En bon état, c'est difficile et vous avez déjà la réponse. C'est-à-dire que
nous, on est comme vous, hein, on va voir visuellement, on va mettre la tête à l'intérieur, voir s'il n'y a pas si c'est pas un peu incurvé. Mais en vrai, après, passer le passage caméra, elle est pleine d'eau, c'est pendant la vidange. Non, mais la vidange, évidemment, mais Il y a la déformation qu'un jeu. La déformation, si le béton est désagrégé, c'est même pas la peine de la conserver. Le plastique ou le polyester, le polyester a tendance à fissurer. On a des fosses qui vont avoir un niveau moindre parce qu'en fait, elles communiquent avec le terrain. Il y a une fuite en fait. Hein. Et donc, il faut être super vigilant. Et récupérer des fosses existantes, c'est un risque à prendre pour le terrassier parce qu'il s'engage d'un point de vue décennal sur toute la filière. Lui. Donc, c'est pas forcément évident. Mais on en voit des fois qui sont en très très bon état, ne sont pas déformés. Les préfiltres sont parfaitement opérationnels, donc là, pourquoi pas. Ouais. C'est difficile à voir, hein, une fosse, si elle est en bon état, déformée ou pas déformée. Bon, on voit la partie supérieure. Sans mélange, c'est compliqué. Hein. Par contre, comme disait Xavier, ce qui est très juste, c'est que ce soit une microstation ou un autre type une fosse toute eau ou un autre type d'assainissement, quand la cuve est percée, en règle générale, on le voit, parce que le niveau est... Ah non, mais là, il y a des fuites. Là, ça, il n'y a pas de problème. Mais... Voir la déformation, c'est que quand on vidange, quoi. Des fois, des affaissements de terrain, mais après, est-ce que la déformation, s'il y a d'une cuve, nécessite son changement complet? Si c'est léger, nous, on n'a pas tendance à dire, ouais, il faut la changer, hein, faut rester soft aussi. S'il y a une fissure sur des cuves béton, ça nous arrive aussi. On est capable, attention, hein, entre guillemets, de les réparer. Alors souvent, on essaye de faire une réparation intérieure et extérieure. Après, là, quand c'est ça, c'est un peu un arrangement, mais c'est borderline hein, avec le client. C'est que s'il y a un litige, c'est le dernier intervenu dessus, on le sait, vous le savez bien. Maintenant, c'est un peu, c'est avec le client, s'il y a un souci, on n'est pas des magiciens, on ne va pas mettre des ferrailles, je ne suis pas maçon, et si ça repète, quoi. Mais ça, c'est un peu borderline, on ne le fait pas souvent non plus. Voilà. Parce que ça nécessite aussi des travaux, si on doit réparer à l'extérieur, une pelle, c'est autre chose, quoi. Ça n'arrive pas souvent non plus, hein. Attention. Hein. Non, mais il y a ces produits là qui arrivent maintenant et on risque d'être confronté à ce type de problème où ça m'arrive déjà d'ailleurs hein, que le client souhaite conserver sa fosse toute aux eaux parce qu'il pense qu'elle est en bon état, parce qu'elle n'est pas si ancienne. Bon, mais oui, mais comment si visuellement on voit pas. Bon, parfois c'est vrai, on voit des fissures. On voit des déformations au niveau des raccords, on voit qu'elle fuit. Bon, mais s'il n'y a rien d'apparent visuellement, comment savoir quoi? Il faut faire une vidange, un nettoyage, et comme ça, vous aurez la réponse. Et la vidange permet d'avoir une idée du volume aussi, parce que parfois, on ne sait pas quel volume est fond. Oui. On va vous dire, c'est 3, 4, 5 mètres cubes. Et c'est pour ça que la vidange, c'est vraiment ce qui permet de diagnostiquer la fosse tout d'eau. Exactement. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur la maintenance. C'est relativement simple. Souvent, on nous demande, nous, ce que l'on préfère comme assainissement. Nous, on aime bien les deux filières, sachant que chez les filtres compacts, on fait du média pérenne ou non, béton ou plastique, on fait aussi ça. Par contre, effectivement, il faut que tout soit bien entretenu. Le point parfois difficile à entendre ou à exprimer, c'est la difficulté du renouvellement d'un média qui peut ne pas se faire à cause du coût qu'il représente. Et c'est vrai qu'on a, nous, de la difficulté à faire à dire au client, le fabricant, vous avez fait un devis, il faut le changer. Et souvent, les clients ne veulent pas le faire, soit parce qu'ils n'ont pas été avertis au début. Mais attention, dans 10 ans, vous allez devoir changer le média. Des fois, il y a un changement de propriétaire. Et 3 000 € aujourd'hui, certains d'entre vous, vous gagnez bien votre vie. Il y en a, faut aussi avoir les pieds sur terre. Il y a beaucoup de gens qui gagnent moins de 2000 balles ou 1 500 €, voire moins, et ils n'ont pas les moyens de renouveler un média. C'est très, très compliqué et il faut quand même penser aussi à ça.
Et c'est ça la difficulté. Et nous, on a aujourd'hui, totalement transparent, on a un tableau de SAV. Sur le tableau SAV microstation, les noms s'effacent très facilement. On a 5-6 noms de manière très régulière et on efface les noms parce qu'on répare le matériel. Les filtres compacts, il y a des noms, ça fait plusieurs années qu'ils y sont parce que les gens n'ont pas les moyens de changer le média et peut-être que les fabricants pourraient, certains peut-être le proposent, hein, attention, et c'est vraiment une bonne chose, mais des paiements plusieurs fois sans frais pour des clients voilà, qui doivent changer les médias. Aujourd'hui, la conjoncture fait que franchement, c'est de plus en plus compliqué de changer un média. Voilà, c'est un peu le point noir qu'il y a, et même si ce sont de très bons systèmes qui fonctionnent très bien. Voilà. Alors, il y a aussi les pompes de relevage, je t'en parlais tout à l'heure. Sur la partie, notamment filière à filtre planté, en fait, tu as un relevage EU amont. Oubliez que ces pompes-là, c'est quand même coûteux. Et là, on est sur des remplacements autour de entre 700 et 1500 euros, grosso modo, TTC, tous les 7-8 ans en moyenne. Parfois, on trouve des pompes qui lâchent au bout de 15 ans et d'autres au bout de 3-4 ans. Là aussi, il y a des coûts importants. Donc, l'ANC, quel qu'il soit, ça reste coûteux, en fait. Ouais. Mais moi, là, tu connais beaucoup mieux que moi. Je ne connais pas trop les filtres plantés. Donc, je sais pas trop. Je sais que c'est des roues parfois dilacératrices selon les systèmes d'assainissement. Si je me trompe pas, hein, je ne veux pas trop m'avancer. Non, c'est des pompes au vortex classique. En fait, les dilacératrices, ça, comme tu disais tout à l'heure, comme les Sunwire, ça broie trop finement et après, c'est dur à traiter. Ok. Donc, non, la plupart du temps, tu es sur des marques classiques, Calpesa, Ebara et compagnie, où là, tu as des roues vortex classiques qui broient, mais pas trop, et ça se passe pas trop mal. Mais ça sent les flotteurs de mise en route s'engraissent, ça déconne. Des fois, ça reste coincé, notamment au niveau des clapets, dès lors où il y a de la lingette, des préservatifs, des choses comme ça. Et les pompes, en fait, elles vont se mettre à tourner en force, elles claquent. Le condensateur, il claque dedans quand on est en 220 volts, la plupart du temps. Et elles sont foutues, en fait. Nous, on ne peut pas se permettre de les ouvrir et de remplacer des pièces à l'intérieur, c'est pas possible. On n'a pas le temps. Et puis, on devient responsable du produit, donc on les change à neuf et ça vaut cher. Okay. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et petite parenthèse, si vous voulez bien, sur les pompes eau claire. Je me suis accroché avec Alexandre Decou il y a quelques années, qui était Spank sur mon secteur. Je l'ai emmené sur un terrain très glissant, une filière à filtre à sable qui a été toujours très bien entretenue, pour la fausse studio, par quelqu'un de très rigoureux, l'usager. Et donc, il s'est retrouvé colmaté à une dizaine d'années. Et donc, Alexandre Decou a essayé de mettre en cause le terrassier, la qualité du sable et compagnie, sauf que tout était clean. Et la pompe de relevage, en fait, aval, consommait énormément d'électricité, en fait. Et tous les 2-3 ans, elle était fichue et remplacée. Parce qu'en fait, il a été posé en nappe, ce filtre à sable. Et donc, la pompe drainait avant tout l'eau du terrain. Et là, ça peut être un gouffre financier. Là, quand je dis que ça consommait beaucoup d'électricité, ça prend 6 mois, voire plus, de l'année, elle tournait sans arrêt. C'est des pompes qui font 250 watts, quelque chose comme ça, hein, des petites pompes, mais ramener à l'année, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'euros, plus l'usure et le changement. Et donc, cette filière était aberrante. Et là, mettre une filière traditionnelle dans ces conditions-là, c'est pas judicieux pour moi. Nous, ça nous est arrivé, Xavier, ce problème-là. Donc, on voit souvent, hein. Dans notre région, on le voit très très souvent. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qui est très important. Pendant des années, surtout au début des stations d'épuration et quand le filtre compact est sorti, on appuyait sur le fait que la station, c'est nul, ça se vidange tous les 6 mois. Bon, clairement, cet argument, désolé, c'est de la daube. C'est vraiment pas vrai. Voilà. Il y a une station ou deux qui peuvent se vidanger régulièrement, inférieure à des fois 1 an et demi, 2 ans. Il y en a une qui se vidange, voilà, il faut être très attention, c'est une 7 équivalent mi-temps, c'est une vieille station. Sinon, franchement, globalement, quelle qu'en soit la marque, les stations de 5-6 EH, pour les gros volumes, c'est encore même parfois plus espacé. On a une moyenne, franchement, entre 3 et 5 ans pour vidanger une microstation d'épuration. C'est vraiment, dans le manuel d'utilisateur, c'est quelque chose qui est imposé aux fabricants. Et c'est pas vrai de dire, et c'est du
et pour moi, mais c'est clairement du mensonge de dire que l'on vidange tous les ans une micro-station d'épuration. Aujourd'hui, les stations, alors je ne dirais pas pour le coup les plus vendues, mais celles souvent qui sont vendues par les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui font vente et maintenance parce qu'ils font attention à ce qu'ils vendent. Ce sont je vais prendre une marque que je ne commercialise pas, la Tricel par exemple, au moins on est tranquille. Ce n'est pas une station qui se vidange tous les 6 mois ou tous les ans, c'est peut-être tous les 3 à 4 ans par exemple. Si je suis Johan, je te donne entièrement raison. Et en fait, je vais devoir vous laisser après, je suis vraiment sincèrement désolé. Mais du coup, si tu me laisses donner un petit argument, en fait, tu as entièrement raison. Je l'ai constaté avec les équipes. On est très loin de ce qu'on trouve dans les agréments, mais c'est tout simple à comprendre. En fait. On en parlait tout à l'heure, c'est l'usage. La plupart du temps, les stations sont surdimensionnées par rapport au nombre d'occupants réels des habitations. Et en fait, le H à 150 litres, c'est une fumisterie. Moi, j'ai fait plein, dans le cadre de mon bureau d'études. J'ai fait plein de calculs. Dans ma région, les gens en campagne, parce qu'on ne parle pas de ville, on ne parle pas d'urbain, mais de gens des campagnes, on est plus à 75-80 litres par personne et par jour, donc moitié moins que le H. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, les stations vont être agréées pour 4, 5, 6 EH, et souvent, on a tendance à mettre, les fabricants vont commencer à 5, voire 6. Donc en fait, on va avoir une station 6 EH, par exemple Inoclair, NG6. Je connais Inoclair, je connais bien le patron qui est très sympathique, Hugo. Les gens ne diraient pas plus sur Inoclair, mais je connais cette marque qui est fabriquée dans le Morbihan. Ou le Finistère, c'est entre deux, bref. Et donc, la NG6, c'est une petite microstation à culture fixée, donc ça fait peur à tout le monde. Elle est agréée pour 900 litres dosés par jour. Là, ça fait un peu peur dit comme ça. Sauf que elles ne reçoivent jamais 900 litres dosés. Jamais. Enfin, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc en fait, parce qu'on a moins d'occupants, on va avoir 2-3 personnes dans la baraque, et on n'est pas à 150 litres par personne, mais 75. Donc au final, la vidange, c'est pas tous les 6 mois, comme le dit l'agrément. Et les SPANC, en fait, se basent sur ces chiffres-là pour faire de l'anti-microstation, de l'anti-filière compacte en général. Et donc, je pense que, Johan, moi, je te donne complètement raison, parce que l'usage fait que les vidanges sont bien plus espacées que ce qu'on imagine. Ah, mais complètement. Ça, si c'était le cas, si on devait vidanger tous les 6 mois ou 1 an les microstations, ça fait bien longtemps que je serais peut-être, je travaillerai avec vous, je serai bureau d'études, parce que je ne pourrais pas vendre de microstations parce que ça ne tournerait pas, ça c'est clair et net. Et j'aurais plein d'avis négatifs sur notre site, parce que nous-mêmes, quand on vend notre produit, on leur dit c'est une fréquence de vidange. Or, nous, notre produit, entre 4 à 5 ans. Voilà. Des fois, ça peut être un peu plus tôt s'il y a un souci, des fois même un peu plus tard, ça arrive aussi. Et les filtres compacts, c'est pareil, c'est pas tous les 2 ans, là c'est plus connu, et c'est pareil, c'est tous les 4-5 ans. Attention, toujours dans une utilisation normale, où il n'y a pas de problématique dans la station, où il n'y a pas de croûte, voilà, dans une condition normale, où tout va bien. Moyenne, c'est un filtre compact, c'est tous les 4-5 ans, hein, facile, franchement. Moi, je même sur du 6-10 ans, c'est ce que nous on constate. Alors, quand tu as des volumes de post d'eau raisonnables, tu parlais de Buroc, on travaille un peu sur du Buroc, sur de l'Ecoflow et compagnie, sur du Symbiose, et on est sur des vidanges en moyenne tous les 6-10 ans. Ouais, mais ça, je l'observerai peut-être plus tard. Je n'ai pas la même expérience que toi. Je fais pas. On en a déjà des filtres compacts, les Clearfox par exemple, que l'on vend depuis 2014. Il y en a que l'on a fait vidanger, bien évidemment. Or, je ne connais pas tous les rapports, attention. Mais là, on en fait de plus en plus des filtres compacts. Donc, cette expérience-là, je l'aurai plus tard et j'aurai sûrement le même discours que toi parce que on s'appuie sur des champs factuels, quoi. Pour te donner une idée, chez nous, là, sur 9000 interventions cette année, on va faire à peu près 6000 filtres compacts. Donc, on voit plus de filtres compacts que de microstations. Et c'est vrai que les fréquences de vidange, elles sont bien moindres à ce qu'on dit dans les agréments, à ce qu'on entend dire dans les SPANC. Je vais devoir vous laisser. Je vous salue tous. Merci pour les échanges. À bientôt. Merci Xavier. Bon week-end. Au revoir. Au revoir tout le monde. Moi, j'avais quelques questions d'adhérents qui n'ont pas pu venir. Un peu pratico-pratique, hein, concrètement. Par exemple, c'est sur quelle est la proportion d'ouvrages facilement accessibles lors de leur première visite. L'accessibilité, quoi. En cas de, par exemple, un client nous appelle, un diagnostic. Oui, voilà, il y aura un client initial.
qui appelle pour mettre en place un contrat de maintenance et j'en sais rien. Et si le système est accessible. Ouais. En fait, on avait des problèmes comme ça. On n'a plus trop ces problèmes-là parce qu'on veut que ce soit. On en a marre de creuser en fait. Moi, je suis pas terrassier, mes gars, ils viennent pas avec des pelles en fait, ou alors ils débarrassent pas l'abri jardin des gitans du coin, ça c'est pas possible. Okay. On avait ces problèmes-là, nous on les a plus. En tout cas, c'est très rare. Parce que en fait, on leur dit on va vous faire payer un déplacement sinon et parce qu'on peut pas faire la maintenance. Enfin, moi, je veux pas débarrasser. Des fois, on arrive, il y a 1 mètre d'herbe ou de la ronce. Enfin, ça nous arrivait, hein, des ronces dessus. Et effectivement, on avait des ouvrages qui étaient, voilà, on pouvait rien faire quoi. Et au début, on se faisait chier, on débrouille. Bon, au bout d'un moment, nous, on perd du temps, on arrête quoi. Ça, on le fait plus. Maintenant, en fait, on a une liste de questions nous, avec notre logiciel où le client il est obligé de répondre. Et donc, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricien? Est-ce qu'il y a l'électricité? Voilà. Est-ce qu'autour de la station, c'est propre? Est-ce que le drainage est visible? Alors, s'il le sait, bien évidemment. Ça va jusqu'au chien. Est-ce qu'il y a un chien et est-ce qu'il est enfermé? Enfin, ça va jusqu'à ça aussi, parce qu'on sait déjà, nos techniciens sont déjà fait mordre. Ah ouais. Vous êtes bureau d'études, donc vous avez dû avoir aussi, vous devez avoir hein, chacun d'entre vous des petites anecdotes. On doit avoir les mêmes. Et du coup, de notre côté, on a plus ces problèmes-là, en fait. C'est des problèmes que l'on règle en amont. Voilà. On n'en a plus trop. Ça devient de plus en plus rare. Les problèmes que l'on va avoir, c'est souvent quand on fait des mises en service, ou c'est même parfois avec nos propres clients, nos propres terrassiers, vous savez, où on vient, ils ont installé la machine, et puis l'armoire, ils l'ont mis à côté, elle est dans le salon du client, c'est pas installé, il faut passer les câbles, les gaines sont trop petites, vous avez beau faire des formations, des recommandations, faire des manuels d'utilisateurs simplifiés, leur imprimer le truc, des fois ça marche pas, et des fois c'est même plus ça que l'on a du mal à maîtriser. Mais les clients particuliers, globalement, ça se passe plutôt très bien, et on n'a plus ces problèmes-là. Avant, on en avait, mais et si je devais donner un chiffre, ça devait être peut-être 10% voilà, 10 visites sur voilà, plus, hein. Ça reste restreint, quoi. Ouais, la deuxième question, elle est quand même, elle est un peu dans la même veine. C'est quel temps moyen est-ce que vous prenez à ouvrir et refermer correctement les cuves? Bon, j'imagine que c'est le temps de l'entretien, du coup? Non, le temps moyen. Non, c'est pour ouvrir et refermer. Bah, cette question, elle dépend. Sur l'accessibilité quelque part, quoi. C'est accessible, ça peut nous prendre, je sais pas moi, 2 minutes si on a les clés, les bonnes clés. Ouais. Par contre, je pense à des couvercles qui ont des vis rouillées. Ah, des fois, c'est la galère, quoi. Des fois, c'est la grosse galère. Vous allez mettre 20 minutes, quoi. Mais là, je pense souvent, il y a une marque de poste de relevage qui faisait, je crois, je sais plus si elle fait toujours, mais qui faisait, voilà, il y avait plein de vis et ça, c'était la galère, c'est rouillé. Franchement, c'est pas un problème qui est important chez nous et que l'on a relevé. Il y a toujours une galère. Il y a toujours, on n'arrive pas à refermer des couvercles parce que le terrain a bougé. Donc on met le pied, on tape un peu. Bon, bien sûr, il y a des petites galères, mais c'est pas des problèmes. Nous, on se dit, ok, ça, faut plus que ça arrive, quoi. Voilà. Ok, c'est pas notable, quoi. Quand ça se relève pas quasiment à toute visite, quoi. Le genre de problème que l'on a pu avoir et on s'est dit, ok, ça, faut que ça s'arrête. Ça a été, par exemple, les odeurs qui peuvent parfois sortir sur certaines stations des couvercles, à travers les couvercles. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, bon, ben maintenant, on met cette marque-là, on met de la comprimande systématiquement sur le couvercle. Comme ça, on étanchéifie le couvercle. Voilà. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Voilà, ça peut être problématique aussi, hein, attention. Hein. Mais alors ça, on le fait beaucoup, peut-être pas systématiquement, mais quand il y a la table à manger à l'extérieur qui est à proximité de la station. Voilà. Il faut bien que les ventilations fonctionnent, bien évidemment. L'autre problème que l'on a eu au début, quand j'ai commencé, c'était quand on faisait les mises en service et que moi, je faisais la mise en service, j'explique aux clients comment ça fonctionnait, voilà, bref. Et puis, une semaine après, ça pue dans la maison. Ah, votre filtre, votre station, c'est de la merde, ça pue dans la maison. Et là, pour leur faire comprendre que ce n'est pas à cause de l'installation, neuf ou pas neuf, hein, c'était la croix et la bannière. Et donc, très vite, hein, au bout d'un mois, j'ai dit, maintenant, c'est dans le protocole, on fait un test fumé systématiquement. Donc, depuis 2014, on fait un test fumé pour vérifier les ventilations primaires et secondaires. Et ça nous permet de vérifier s'il y a des fuites à l'intérieur de la maison.
C'est beaucoup plus pédagogique et ça permet aux clients d'expliquer, ah ben vous voyez, il y a de la fumée qui ressort du toilette, des fois même des prises électriques. Alors, ne me demandez pas, mais vous savez, quand ils percent le sol, il y a des trucs de fou, hein, des fois, des plaintes de la salle de bain, douche à l'italienne. Et là, on leur dit, ah, là, vous allez avoir un souci. Ah, mais comment ça se fait? Ben, vous voyez, on envoie de la fumée, ça veut dire que le réseau n'est pas étanche. Et du coup, on n'a plus ces clients-là, on n'a plus ces problèmes-là. On ne nous appelle plus, on appelle le plombier. Et pour le coup, c'est très bien. Et quand il y a, pour le coup, hein, une maison de construction, on leur dit toujours, si vous faites une douche à l'italienne, surtout évitez les siphons plats et vos ventilations primaires, dites à votre plombier de les faire en diamètre 100, pas en 40, parce que souvent ils les mettent en 40 parce que le placo, il n'y a pas assez de place. Ils ne veulent pas faire de recoins dans le toilette. Et on leur dit absolument en 100 et surtout pas non plus de clapet à membrane. Les clapets à membrane sur les ventilations primaires, c'est de la merde. En fait, l'air ne circule pas bien, donc ça ne fonctionne pas bien. C'est comme mettre les filtres à charbon sur une ventilation secondaire. Quand on n'a plus le choix, ben, les gens mettent ça, mais c'est mettre un pansement sur quelque chose qui ne fonctionne pas. À l'origine, il y a déjà un problème. On ne doit pas mettre de filtre à charbon. Voilà. Ok. Ouais, mais il y a tellement de choses. Voilà, mais... Et dernière question pour ma part, c'est y a-t-il des sortes de trappes qui sont plus simples, efficaces pour ouvrir, accéder aux cuves et que l'on pourrait conseiller dans nos prescriptions? Ouais, globalement, des sortes de trappes. Moi, j'aime bien quand il y a, mais ça, c'est mon avis perso, quand c'est des ouvertures, fermetures en plastique, comme ça rouille pas. Ok. Mais ça peut après, des fois, ça peut se combler en terre. Bon, des fois, il y a juste des vis de sécurité, on fait un quart de tour et on ouvre. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est moi qui ai des trappes qui soient assez résistantes pour ne pas qu'un enfant tombe à l'intérieur. Alors, c'est une anecdote assez drôle. Enfin, assez drôle. À l'époque, c'était pas drôle, mais moi, mon histoire, c'est un peu comme Obélix, hein. Quand j'étais gamin, je jouais avec mon cousin dans une cour. J'ai sauté, on jouait au chat perché, j'ai sauté sur un regard béton, je suis tombé dans un bac à graisse. Heureusement, c'était un bac à graisse. Mais vous voyez, du coup, on s'en rappelle. Et on se dit, ah ouais, bah les trappes en béton, si vous avez une cuve en béton ou que c'est une trappe en béton, en fait, il faut que ce soit bien ventilé. Et du coup, on leur montre le couvercle en béton et on le voit s'il est bouffé, hein, très simplement. Donc, si nous, on peut adapter un couvercle en plastique, eh bien, on le fait. Ils sont très résistants maintenant. Sinon, on fait changer le couvercle en béton. Mais voilà, c'est pas ça pour moi le plus important. On arrive globalement tout le temps à ouvrir et changer les trappes, hein, voilà. Okay. Ça peut être chiant parce que vous avez une clé de 10, de 17, une clé triangulaire, la clé du fabricant, du machin. Ça, c'est clair que c'est chiant, mais nous, à notre niveau, on les a toutes, les clés. Et bon, on n'a pas ce problème-là. Ok. Alexis? Oui, moi, je voulais juste ajouter un détail à ce que vient de dire Yoann, c'est que dans le cadre de la révision du DTU, il est convenu d'interdire les cartouches anti-odeur. Parce que, en fait, comme l'a dit Yoann, ça bloque la ventilation. Ouais, voilà. C'est juste une petite précision pour confirmer que même pour l'assainissement traditionnel, ça va être pareil. Voilà. Clairement, ça bloque et ça empêche totalement le système de fonctionner. Nous, ce qu'on peut aider pour éviter les odeurs, ce qu'on peut faire pour éviter les odeurs, quand vous savez, quand on a une pente qui est limite, mais qui fonctionne, on met ce qu'on appelle même l'extracteur éolien, c'est pareil, on oublie parce qu'en fait, au bout d'un moment, il se corrose, il ne bouge plus. Et c'est dommage, il coûte assez cher, mais très vite, il ne fonctionne plus. Il existe des petits ventilateurs de camping-car avec un peu une cellule de photovoltaïque qui tourne. C'est pas grand-chose, mais ça permet d'un peu mieux fonctionner. C'est pas non plus le miracle. On a été pour des installations où il y avait des gros problèmes avec des extracteurs électriques qui aspiraient de manière permanente. Mais globalement, on n'a pas d'odeur sur toutes les installations quand on a des bonnes ventilations primaires et secondaires. Et à coup sûr, ce que l'on a vraiment remarqué, et c'est pour ça que nous on conseille, c'est plus proche est l'installation d'assainissement, plus proche est l'installation de la maison, moins on a de problèmes. Si votre installation est à 20 mètres de la maison, bah, on va avoir des galères. Clairement, on va avoir des galères parce que ça va mal fonctionner. Et souvent, je donne l'exemple de la cheminée. Vous savez, si vous avez un problème de tirage ou un poêle à bois, et là, les gens percutent, ils se disent « Ah ouais, attends, chez moi,
des fois, on a de la fumée qui revient dans la maison, mais c'est qu'il y a un problème de tirage, d'entrée d'air. Et s'il y a une mauvaise entrée d'air dans la station, une mauvaise ventilation primaire, ou une pente qui n'est pas suffisante pour remonter au niveau de la maison, et une ventilation secondaire qui fonctionne mal, hein, du coup, là, l'extraction, et ben, on a des problèmes d'odeur à l'extérieur, voilà, ça a du mal. Après, dire qu'un assainissement individuel, il n'y a jamais d'odeur, c'est quelqu'un qui ment. Faut pas se mentir. À un moment donné, c'est des fois ça caca. Hein, voilà, ça peut arriver. Quand il fait lourd, quand il fait chaud, les odeurs peuvent retomber. C'est ce qu'on montre aussi avec le test fumé. Hein. On voit les odeurs qui, parfois, quand il n'y a pas de vent, retombent un petit peu et on leur dit c'est le cheminement de l'odeur. Donc ça arrive pas. Et ça, c'est pareil, c'est la pédagogie. C'est quand les gens le voient la mise en service, ils comprennent après, on ne vous appelle plus en fait. Et ça, c'est génial, quoi. Et globalement, moi, vous regardez sur nos avis, on n'a pas les stations pues, c'est de la daube. Non, c'est pas vrai. C'est de la pédagogie, ça fonctionne très très bien. Que ce soit un filtre compact ou l'assainissement, la microstation. Mais par contre, il faut que la filière soit le plus proche possible de la maison. Ça, c'est clair. C'est-à-dire Vas-y, engage-toi. Vas-y, engage-toi. Là, je vais rentrer dans un truc pas drôle pour moi, là. Non, mais voilà, c'est... Non, je rigole. Non, mais voilà, le plus proche possible. Après, si c'est 5 mètres, c'est 5 mètres, mais pas 15 mètres. Non, je t'en prie. Oui, Christian. Oui, avant que j'oublie, je reviens sur les microstations, là, l'airlift, les systèmes d'airlift. Ça, est-ce que c'est un équipement qu'il faut particulièrement surveiller? Est-ce qu'il y a une maintenance à faire là-dessus? Ouais, on regarde. En fait, il y a des. Moi, j'adore j'aime bien ces produits-là parce que déjà, il n'y a pas de pompe, donc on ne relève pas l'eau avec une pompe, c'est le compresseur, ça fonctionne plutôt bien, franchement. Par contre, les inconvénients que l'on peut avoir, c'est qu'il y a des microstations qui ont des systèmes avec les airlifts où c'est difficile de nettoyer l'airlift, c'est difficile de nettoyer le tuyau. Donc là, ça peut être un peu galère pour la maintenance. Après, ça peut arriver que ça se bouche, mais ça se nettoie. Il y a beaucoup. Maintenant, il y a des microstations où tout est démontable et ça, c'est plutôt génial. Et voilà, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Et après, j'ai envie de dire, quand les clients ont leur premier problème, souvent on le voit la première année. La première année, s'ils ont un souci, en fait, ils ne rééditent pas le problème. Trop de graisse, on parlait tout à l'heure dans le post-relevage, souvent c'est un peu la première année. Vous arrivez, préservatif, lingette, des conneries comme ça, le truc qui bouche, bon, ça arrive et après, les gens font plus attention. Voilà. Et punaise, d'ailleurs, sur les préservatifs, on en a des anecdotes, pas forcément tout le temps rigolotes, mais on en a quand même pas mal. Voilà. Où le technicien se sent très très mal devant l'un ou l'autre. Hein. Ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et voilà, non, sur les airlifts, on n'a pas plus de soucis que ça. Sur les microstations, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des systèmes avec des moteurs électriques à l'intérieur de la station qui peuvent rouiller ou tomber en panne prématurément. Et par contre, voilà, dès lors qu'on ne peut pas nettoyer facilement le diffuseur, ou alors ça nécessite une vidange pour nettoyer le diffuseur, c'est la galère, quoi. Voilà, clairement, c'est un peu galère. Ok. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Alexis, je ne sais pas si tu es encore avec nous ou tu veux intervenir. Je suis avec vous. Moi, je vous ai tout le temps écouté en me baladant dans l'hôpital. Tout va bien. Moi, j'avais une question. Vas-y, Manu, merci. Ouais. Alors, je sais pas, parce que j'étais absent un petit moment là, mais je suis revenu. Moi, j'ai tendance quand même à dire que quelqu'un qui surveille bien sa filière en partie, enfin, je parle surtout des filtres, avec un fonctionnement relativement simple, où on doit surveiller surtout le bon fonctionnement des écoulements, le basculement des OG, des choses comme ça, et la couverture du filtre, qu'elle soit pas totalement encrassée ou qu'il n'y ait pas une croûte en effet, et de dire que globalement, quelqu'un qui est consciencieux peut se faire son propre entretien. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'apporte en fait la prestation annuelle d'un intervenant spécialisé, professionnel et tout ça, par rapport à quelqu'un qui est en capacité éventuelle de faire cet entretien qui, moi, pour certaines filières, me paraît relativement simple. Alors, je vais donner un exemple
un exemple très concret. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, tu sors, le chirurgien, il te dit vous pouvez vous faire les pansements, c'est relativement simple. Donc, vous n'avez pas besoin d'infirmière, monsieur ou madame. Et puis, le patient, il se retrouve avec une infection parce qu'il n'a pas vu qu'au bord de la plaie, c'était un petit peu rouge. Et en fait, ça s'empire. Mais quand on ne fait pas d'entretien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ton client qui se fait la maintenance, et attention, alors, il n'y a que Manu par an, hein, donc je vais t'appeler Manu. Ouais, vas-y, ça marche. Alors, je te dis ça, et moi, au début, au filtre compact, je disais aux clients, vous pouvez vous faire la maintenance, c'est facile, c'est simple, tout ça, parce que je voulais vendre, absolument vendre au début. Mais en fait, on a eu des soucis, surtout liés à déjà, parce que finalement, les clients, au bout d'un moment, ils ne se font pas la maintenance, mais quand tu as des traces blanches dans la réhausse ou des couvercles fragilisés ou quoi, les gens, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Ils s'en foutent, ils mettent un coup de nettoyage. Et là, tu as déjà une preuve de dysfonctionnement. Si tu as des traces blanches à l'intérieur de ta cuve, ça veut dire que tu as un problème de ventilation. Et déjà là, tu as un problème de dysfonctionnement. Après, je ne fais pas une analyse d'eau en sortie pour dire, OK, le client, il pollue mal et il pollue. Et est-ce que ça. J'ai pas cette je peux pas le dire, j'en fais pas d'analyse d'eau en sortie de filière. Donc, voilà. Est-ce qu'il pollue ou est-ce qu'il pollue pas? Ça, je sais pas. Mais du coup, tu as des dysfonctionnements que le client lui-même peut ne pas voir. Après, est-ce qu'il se fait bien l'entretien ou pas? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il se fait bien le nettoyage du préfiltre? Ça, je sais pas. Voilà, ça, si c'est une microstation, est-ce qu'un jour, il va remplacer le compresseur par le bon compresseur? Moi, aujourd'hui, on privilégie quand même le contrat de maintenance. On a aussi des assurances. Si demain, il y a un problème de pollution en sortie, nous sommes responsables. D'accord. Voilà, c'est ça aussi notre garantie. Et puis, un client qui se fait la maintenance aussi de manière très logique. Hein. Chez nous, il nous appelle, ça fait 4 ans qu'il se fait la maintenance, il a un problème. Voilà, il va pas être prioritaire sur notre liste de dépannage. Enfin, tu vois, il va payer un diagnostic. Attention, on va y aller. On considère de la même manière que les autres clients, mais voilà, il y a un ordre de priorité, bien évidemment. Voilà, après, dire que oui, ils peuvent se faire la maintenance, mais s'il y a un souci, voilà, c'est pour leur pomme, quoi. Voilà. Et les fabricants, aujourd'hui, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais s'il y a un changement de média, mais qu'il n'y a pas eu de contrat de maintenance, c'est pour leur pomme. Attention, c'est ce qu'il me semble. C'est certains fabricants qui ont en effet conditionné déjà le coût du renouvellement de médias qui est moins cher s'ils ont pris un contrat d'entretien. Et ils donnent en effet une espèce de garantie de durée du média s'il y a eu contrat d'entretien. Donc en fait, c'est un peu ça qu'ils font. Premier Tech fait ça en fait. Voilà, pour moi, c'était logique. Et nous, on disait aux clients à l'époque, en 2014, qu'ils pouvaient se faire eux-mêmes la maintenance, parce que nous, à l'époque, on vendait qu'un filtre compact avec un média qui est pérenne, donc en synthétique. Donc on leur disait, non mais au pire, il y a un colmatage, vous le sortez, vous le nettoyez, enfin vous nous appelez, on le change, ça va coûter 450 €, on le sort, on le nettoie et on le remet. C'est ce qu'on disait. Mais en fait, ces clients-là, nous sommes revenus vers eux et voilà, on leur a proposé un contrat de maintenance. C'est une connerie parce que il y en a beaucoup, finalement, il y avait des traces blanches, vous voyez, donc il faut refaire les ventilations. Le terrain, il ne faut pas oublier que le terrain, il bouge. Hein. L'installation, elle peut être nickel. Et puis la ventilation, un jour, il peut y avoir un flash, une connerie à droite à gauche. Donc ça sert à ça, notre maintenance. Ça, oui, c'est aussi une surveillance, je suis d'accord. Voilà. Et tu as des contrats avec des filières traditionnelles? Ouais, on en a hein, des filières traditionnelles, on en a, c'est ce que je disais. On propose aussi maintenant, depuis 5-6 ans, des contrats de maintenance sur des filières tradies, mais ça reste simple. Ça reste mesure de boue, mesure de la croûte, nettoyage du préfiltre, vérifier l'état de la cuve de ce que l'on peut voir, c'est ce qu'on disait avec M. Descoulier tout à l'heure, et après, regard, visite répartition, bouclage. Répartition et visite de bouclage avec un nettoyage léger parce que tu sais, on ne veut pas tout racler, envoyer s'il y a des matières dans le drainage, on fait ce qu'on peut, on y va avec parcimonie. Mais voilà, c'est aussi de la surveillance et de la prévention. Sur tout type de filière, on propose des entretiens. Ok. Bon, je pense qu'on arrive au bout. Alexis, je vois que tu es revenu. Est-ce que tu veux dire un mot avant de conclure? Non.
Bon, bah écoutez, merci à vous tous, en tout cas de votre intervention. Merci à Johan. Avec plaisir. C'était très clair, très intéressant. Très bien. Ouais. Je pense Merci. que ça a permis d'éclairer pas mal de cas. Et puis d'apporter un peu de précision sur les conseils qui pourraient être apportés à l'avenir par les prescripteurs. Donc, non, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si ton PPT, on peut le transmettre. Ouais, c'est avec plaisir que je l'envoie à toi. Ouais, tu me l'envoies et puis s'il y en a qui le veulent, je leur enverrai. Ouais, avec plaisir. Et évidemment, ça sera mis en replay sur la chaîne YouTube Maillage TV. Et bien, avec plaisir. Juste un petit coup de pub à la fin, vous inquiétez pas, Oui. C'est pas pour Sagéo, c'est pour quelque chose, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc nous, Sagéo, on a sponsorisé Louis Duc qui est un navigateur qui a fait le Vendée Globe cette année. Donc on a participé à sa campagne du Vendée Globe. Et là, on le soutient également pour la Transat Lore. Et voilà, si ça vous prend de supporter un marin, voilà, c'est Louis Duc, on fait ça. Et c'est quelqu'un qui est engagé avec Lantana Environnement, qui est une association qui favorise la pollinisation des abeilles. Donc Louis Duc était venu chez nous à Landiras, on avait mis des ruches pour les abeilles avec un apiculteur du coin qui malheureusement avait eu toutes ses ruches de brûler lors des incendies de Landiras, notre village, il y a 2 ans, c'était un peu catastrophique. Et du coup, voilà, c'était la petite pub pour Louis Duc, qui est un marin du Vendée Globe. Vous voyez, rien à voir avec mon entreprise et mon sport, parce que moi, je fais du vélo et je cours beaucoup, mais là, c'est du bateau. Et si un jour, vous avez l'occasion de naviguer sur un bateau de compétition qui est comme celui-ci, qui est l'IMOCA, c'est quelque chose vraiment de splendide et c'est incroyable. C'est de la Formule 1 sur mer et c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, petite pensée à lui. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et moi, j'ajoute que Johan, il est modeste, hein, mais il fait des trails infaisables pour moi, même pas en rêve. C'est un vrai sportif. Parmi vous, il y a certainement des grands coureurs aussi. Merci Alexis. C'est une fédé. Nous, on a une fédé où il y a pas mal de coureurs, justement, qui font des trails. Il y en a un qui a fait l'UTMB il n'y a pas longtemps. Ah ouais, mais là, je fais une course qualificative pour l'UTMB à Majorque dans 2 mois. Là. Je me prépare à. Bien. Je choisis mes coins sympas. Hein. Majorque, je vais à la Madère en avril l'an prochain. Donc, c'est qui la personne qui court un petit peu chez vous? C'est un patron en Ile-de-France, Franck Mayotte. Ok. Qui a une boîte de curage et de maintenance industrielle, je crois, des animaux aussi. Et il a fait ça, mais c'est un mordu d'ultra trail, tu vois. Donc, ouais, c'est sympa, mais pour être grossier, je fais chier tout le monde dans mon entreprise quand j'en parle. Hein, donc, là, par part chez toi, tu as Christophe Allary qui est pas mal branché là-dessus aussi. Ok. La SARP. Ok. Bon. Qui est le patron de la SARP Sud-Ouest. Bon, je vous laisse en athlète et merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci. Au revoir. Merci à vous. On va terminer là-dessus et écoutez, à bientôt. De toute façon, on se reverra certainement du côté de Bordeaux. Je crois qu'il est intervenu auprès de la Charte 33 aussi. Ouais, exactement. Et là, on va faire le salon Paysalia et on sera au Carrefour à Rennes en janvier. Ouais, au CGLE, ok. Ouais, comme nous, on a Maillage, la fédération Maillage et donc le Cinaba également sera présent au CGLE avec un stand dans le hall 3. Eh bien, impeccable. On aura l'occasion de se revoir là-bas alors. Yes. Ouais, merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Johan. Au revoir. Merci. Merci. Salut à tous.